Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Ici Yann et je suis avec Vincent pour notre analyse du nouveau tome de bataille des Flesh Eater Courts. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On a eu un automne extrêmement occupé, mais on est toujours aussi passionné par Age of Sigmar. La chaîne est toujours en vie. Nous voilà pour ce nouveau Battle Tome. Battle Tome que Vincent, tu as lu en profondeur parce que les Flesh Eater Courts sont une armée que tu as commencé à collectionner récemment. Pour ma part, par contre, c'est un premier contact avec le Battle Tome. Je n'ai pas eu le temps de le lire, de le regarder, ni d'écouter de vidéos d'analyse, donc je vais le découvrir avec vous, chers auditeurs. Donc, ben Vincent, pour commencer, peut-être nous donner une petite appréciation générale de ce nouveau Battle Tome. C'est, à mon sens, un superbe Battle Tome. Non seulement l'histoire des Flesh Eater Court est incroyable, là, mais toutes les règles qu'ils ont mises autour de ça, c'est vraiment génial. Les héros sont le fun à jouer. Il y a plusieurs options de héros qu'on veut jouer. En fait, on n'a pas assez de place dans nos listes pour toutes les jouer. Plusieurs unités qui apportent des choses intéressantes à l'armée. C'est vraiment, vraiment un super beau Battle Tome, là, très, très bien fait de la part de Games Workshop. Il va peut-être avoir des petits ajustements de coups en point ici et là pour ajuster la balance interne. On va voir qu'il y a deux unités, entre autres, qui s'élèvent au-dessus de la masse, qui sont un peu plus fortes que les autres. Mais dans l'ensemble, un Battle Tome le magnifique, un des plus beaux qui est sorti, selon moi, en V3. En termes de qualité des règles et en termes de cohérence avec le fluff. Exactement. Qualité des règles, surtout, je pense que ça va être un Battletome qui va être vraiment amusant à jouer. Puis je pense que ça va être un Battletome qui va être amusant à affronter aussi, même si ça va être difficile. On va le voir, il y a beaucoup de récursions, les modèles peuvent revenir, mais je crois que ça offre un gameplay ou plusieurs gameplays qui sont intéressants avec le livre. Donc, c'est surtout ça, moi, qui m'a impressionné, là. C'est à quel point les règles sont le fun, ils nous donnent envie de jouer puis d'expérimenter des listes. Excellent. Ben déjà, ça donne envie d'en savoir plus. Alors, on va passer directement dans le cœur des règles Oui, alors on va commencer juste par présenter. C'est un PowerPoint, pas un PowerPoint, mais un PDF qui a circulé sur Internet. Quelqu'un qui a fait la compilation de toutes les règles, de toutes les War Scrolls et qui l'a mis en PDF avant que le livre sorte dans la boîte. On a mentionné que le livre, le tome de bataille, n'est pas officiellement sorti encore. Ça risque d'être dans un mois ou deux que ça devrait arriver, peut-être un peu plus tôt si on est chanceux. Donc, on ne peut pas encore jouer ce tome de bataille-là. Mais moi et plusieurs autres, on a déjà commencé à faire des listes. Certaines personnes ont même commencé à jouer puis à tester parce qu'on a le livre en main qui venait dans la boîte d'armée des Flesh Eater Court avec tous des nouveaux modèles qui sont magnifiques. Oui, quand on dit qu'il ne peut pas être officiellement joué, c'est-à-dire que pour l'instant, il ne sera pas accepté dans les tournois de manière générale parce que le Battle Tome n'est pas accessible à tous pour l'instant. Donc, évidemment, le document est en anglais, on s'excuse, mais on va vous expliquer tout ça en français. Et Vincent, on commence avec les traits de bataille. Oui, alors, ben, premièrement, on a les grandes cours. Il faut comprendre, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire magnifique des Flesh Eater Court, eux se voient comme des chevaliers nobles menés au combat par un roi, un arc-régent, un empereur, voire avec Ushoran, alors qu'en réalité, ce sont des ghouls ou des vampires dégénérés qui sont totalement dans une illusion due à la folie du Choran. Donc, pour commencer, on a des sous-factions qui s'appellent les grandes cours. Alors, on a quatre options différentes de grandes cours qui sont toutes intéressantes, à l'exception peut-être de la dernière, qui malheureusement, on va le voir, là, c'est un des défauts du livre. Les Terrorgeist et les Zombies Dragons sont pas très bons, malheureusement. Mais pour les trois autres, les sous-factions sont bonnes. Puis même la quatrième, elle est bonne si on ajuste le coup en point des Terrorgeist. Donc, la première sous-faction, la première grande course, c'est Morgant. Alors, les héros qui contestent un objectif à la fin du tour gagnent un Noble Deep Point. Puis on va voir, les héros vont en accumuler et on veut qu'ils en accumulent. Ils peuvent en accumuler jusqu'à 6. Puis c'est ce qui fait un peu la mécanique centrale de l'armée. Donc de pouvoir avoir juste nos héros sur des objectifs qu'on n'est pas obligé de contrôler, mais simplement de contester à la fin pour générer des points. Ça peut être une option intéressante si on ne va pas vers des chevaliers, mais qu'on va plus vers des cerfs, c'est-à-dire des ghouls ou des crypt guards. Ensuite, Blister Skin, tous les abhorrents. Ça, ce sont comme nos héros qui sont supérieurs, qui sont un petit peu plus forts. On a les courtiers.
sont les héros de base, et on a les abhorrents, qui sont les héros supérieurs, qui sont généralement un petit peu plus puissants. Alors là, tous les abhorrents gagnent le mot-clé prêtre, mais ils ont une règle particulière qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas lancer de sort s'ils lancent une prière. Donc, ils gagnent prêtre, ont accès au sort de prière qui est vraiment bon dans le livre, vont avoir accès aux prières génériques aussi, mais malheureusement, perdre la possibilité de lancer, de faire des sorts, ça rajoute des options à l'armée. C'est pas inintéressant, mais ça aurait été préférable. C'est sûr que ça aurait été vraiment préférable si on avait pu lancer un sort et faire une prière. Malheureusement, c'est pas possible. Ouais, c'est même dans Ensuite, les règles de base, hein. C'est même dans les règles de base. On peut pas, un héros ne peut pas être à la fois prêtre et sorcier, là. Donc là, ça permet de contourner cette règle-là, mais avec quand même une petite restriction qu'on peut comprendre. Mais comme tu l'as dit, ça me semble donner de la diversité d'options. ben, dans le fond, c'est un peu comme si on donnait une deuxième prière ou un deuxième sort à tous nos héros. Fait que dépendamment du contexte, certaines prières peuvent être plus utiles que le sort qu'ils ont sur leur War Scroll et vice-versa. Et Ensuite, aussi, on peut penser qu'il y a certaines armées qui contrôlent très, très bien la magie dans le méta actuel. Donc, dans certaines mhm. situations, on peut se retrouver avec des sorciers qui, finalement, ne nous serviraient pas tant que ça. Donc là, s'ils sont prêtres, ben, les séraphons par exemple, contrôlent bien la magie, ou d'autres armées se retrouvent à plus rien contrôler parce qu'ils ne peuvent pas contrer nos prières. C'est intéressant. Exactement. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Ça ouvre un gameplay. Comme je disais, il y a plein d'options intéressantes pour un gameplay, même si peut-être qu'il y en a certaines qui vont être plus évidentes dans un méta compétitif pour aller gagner des tournois. Toutes les sous-factions me donnent envie de jouer puis d'essayer des listes différentes. C'est pour ça que c'est un livre vraiment magnifique. Ensuite, la sous-faction qui fait beaucoup jaser, c'est Hollowmorn. C'est qu'on rajoute un au dommage des attaques des chevaliers lorsqu'ils ont chargé. Alors, c'est les attaques de mêlée. Les chevaliers, ce sont les nouveaux Morbeg Knight. Ce sont les Crypt-Horreurs et les Crypt-Flayers, donc nos gros cogneurs. Finalement, on rajoute un à leurs attaques de mêlée, pas aux attaques de la bête pour les Morbeg Knight, mais juste pour les attaques de corps à corps du cavalier, du chevalier qui est dessus. Mais quand même, ça fait une différence significative sur le damage output, hein, sur le nombre de dommages qu'ils vont infliger. Donc, c'est peut-être celle qui, à l'heure actuelle, semble se dessiner comme étant la sous-faction qui va être la sous-faction compétitive, mais il est encore trop tôt pour juger. Plus un dégât sur les attaques de nos unités marteau, c'est vraiment important comme effet, là. Oui, oui. Puis on a des unités qui vont cogner fort. Avec tous les bonus qu'on peut leur donner, on a des unités qui vont défoncer ce qu'ils vont toucher. Ensuite, le dernier, c'est Gristlegar. Ça ouvre un gameplay différent. L'habileté est vraiment bonne. Comme je dis, le problème, c'est que les Terrorgeist et les Zombies Dragons sont pas très bons. Mais on prend au début de la phase de combat, on prend un monstre Gristlegar et il va gagner l'habileté frappe en premier. Donc, vraiment fort. C'est surtout si c'est à notre tour, ben, dans les deux cas, c'est bon, mais à notre tour, ça nous permet d'activer deux de nos monstres en premier. Et au tour de l'adversaire qui vient charger notre ghoul sur un zombie dragon, sur un terror guys, on dit attends un petit peu, je vais frapper en premier avant que tu puisses me frapper. Donc, c'est vraiment une super bonne habileté. Il faudrait juste que les coups en poing s'ajustent un petit peu pour que ce soit un gameplay qui soit jouable. Mais en tout cas, on en reparlera tout à l'heure de ces War Scrolls-là. Mais quand même, l'habileté donne envie de jouer. Là. C'est une habileté vraiment forte, vraiment structurante. Mais tout ce qui permet de jouer avec l'initiative, faire perdre l'initiative du combat à l'adversaire, c'est vraiment excellent. Puis là, c'est offensif et défensif aussi. C'est pas juste sur ton tour, c'est dans toutes les phases de combat. Donc, vraiment une belle habileté. Mhm. Ensuite, on a les illusions, les mirages dans lesquels sont plongés les Flesh Eater Court. Alors, c'est bien nommé, hein, c'est au début du premier round de bataille, après avoir reçu nos points de commandement, puis avant que le premier tour commence. Donc, on sait déjà qui va jouer le premier tour. On va choisir pour toute la durée de la bataille une illusion. Alors, on a 5 options et on l'a choisi au début de la bataille. Donc, ça nous donne vraiment de la lassitude, ça nous donne de la souplesse, dépendamment de l'adversaire qu'on affronte. Et elles sont toutes relativement bonnes, quoique certaines sont circonstancielles, mais c'est pas grave qu'elles soient circonstancielles parce qu'il y a des circonstances où on va vouloir les jouer. D'ailleurs, prenons la première, c'est la plus circonstancielle peut-être, mais c'est on ajoute un au jet de blessure des attaques des Flesh Eater Court contre des monstres.
contre certaines armées complètement inutiles, on va l'ignorer. On joue comme Sons of Behemoth, on prend celle-là, on vient d'augmenter la fiabilité de nos attaques de façon significative. Puis on n'a pas besoin juste d'affronter Sons of Behemoth. Il y a certaines armées qui misent beaucoup sur 2 ou 3 gros monstres. Alors, dépendamment du méta des adversaires qu'on affronte, c'est une option intéressante. Et on l'a choisi, je vous le rappelle, après qu'on ait déployé. Donc, on sait ce qu'on va affronter, on sait déjà qui va commencer la partie. Donc, une option intéressante. La deuxième, qui est une option qui va toujours être bonne, peu importe ce que vous affrontez, on ajoute un au jet de course et au jet de charge pour les unités Flesh Eater Court. Dans une armée où on va le voir, un sort de téléportation, où on va avoir de la récursion, on va faire réapparaître nos unités mortes à 9 pouces de l'adversaire, rajouter un à nos jets de charge, en plus que certaines unités ont une bannière, donc un autre +1, on se retrouve facilement avec des charges quand on revient sur le jeu, des charges à 7 pouces et beaucoup moins, voire des charges à 3 pouces régulièrement. Je vous expliquerai plus tard comment, mais c'est une option vraiment, vraiment forte. Ça donne encore plus de mobilité à une armée qui en a déjà beaucoup. Ensuite, défenseur du royaume, on ajoute un au jet de sauvegarde des unités Flesh Eater Court si elles sont sur un objectif, elles contestent un objectif qu'on contrôle. Donc, les sauvegardes des Flesh Eater Court sont mauvaises de façon générale. Quand on a du 4+, c'est une unité totalement armurée, c'est ce qu'on a de mieux. Mais +1, dans certains types de jeux, peut-être avec des Crypt Guard ou des Morbag Knight, pourquoi pas? Dépendamment aussi du scénario, ça peut être une option intéressante. Évidemment, si on a juste des ghouls qui ont 6+ de sauvegarde, les descendre à 5+, si l'adversaire a du Ren -2, ça ne vaut pas la peine. Mais encore une fois, on voit c'est quoi que l'adversaire a en face comme armée, on voit son Ren. Fait que c'est une option qu'on peut choisir puis augmenter un petit peu la durabilité de nos unités. Ensuite de ça, le grand tournoi, on ajoute un au jet de touche pour les Flesh Eater Court héros qui ne sont pas générales. Alors, s'ils ont fait un mouvement de charge, le concept est intéressant. On imagine le général qui est assis, qui regarde le tournoi devant lui, puis les héros qui s'affrontent pour gagner les faveurs du roi. Donc, les héros ont un +1 au jet de touche lorsqu'ils chargent, lorsqu'on est en train de faire la joute. Mais le roi lui-même, non. Il faudrait qu'on ait des gros héros. Si on joue des Terror Guys, des ghouls sur Terror Guys, pourquoi pas? Mais c'est pas la plus intéressante a priori. Là. Les autres sont plus sympathiques. Et le dernier, jour de festin. Alors, lorsque les héros Flesh Eater Court ont 4 points d'action, de noble action ou de Heroic Deeds. Ils vont pouvoir donner Feeding Frenzy, c'est-à-dire augmenter de 1 les attaques de toutes les Flesh Eater Court autour de 2 à 12 pouces, alors que normalement, ça prend 6 points d'action héroïque au lieu de 4. Donc, on arrive plus rapidement à 4 pour qu'ils gagnent leur Feeding Frenzy. Donc, ça aussi, c'est une option intéressante. En fait, celle-ci, j'ai de la misère à l'évaluer parce que on était supposé de jouer. Ça fait 2 fois qu'on reporte la partie pour différentes raisons. Donc, tant que je ne l'aurais pas vraiment testé, je n'aurais pas une bonne idée à quel point on a réussi à accumuler rapidement ou pas nos points de noblesse. Si on les accumule rapidement, ben, peut-être ça ne vaut pas la peine. Sinon, ben, c'est peut-être une option intéressante pour aller chercher l'attaque additionnelle plus rapidement. Mais je pense que le +1 au jet de course et charge, ça vient fiabiliser. C'est vraiment celle qui risque d'être souvent le choix par défaut. Tu l'as dit, +1 aux blessures contre les monstres, c'est excellent. Contre certaines armées, Beast Raiders aussi, ça va être très, très bon. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens vont choisir le plus souvent. J'ai l'impression que les deux dernières vont peut-être être un peu moins vues. À moins que, comme tu le dis, d'action héroïque soient difficiles à aller chercher. Là. Alors, parlant des Noble Deeds, en fait, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont traduit en français. Là. J'ai parlé d'action héroïque, de points de noblesse. Je ne sais pas exactement comment ça va être traduit. Alors, les points, dans le fond, comment est-ce qu'on les accumule? Alors, chaque fois qu'un héros lance un sort qui n'est pas Unbind, il réussit à gagner 1 point, tout simplement. Chaque fois qu'un héros réussit à chanter une prière, il gagne 1 point aussi. Ensuite de ça, quand un héros frappe, encore à corps, il va gagner un nombre de points égal au nombre de blessures ou blessures mortelles qu'il va infliger à l'adversaire et qui ne seront pas annulées par une sauvegarde invulnérable, par exemple.
Donc, jusqu'à un maximum de 6, parce que c'est le maximum que nos héros peuvent avoir, tout simplement, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a juste à garder un des 6 à côté du modèle, puis quand il arrive à 6, on n'a pas besoin d'en rajouter, on sait qu'il est au maximum. Donc, ça va être la façon d'aller chercher le maximum de points. On a des héros qui cognent pas très fort, à part ceux sur Terrorgeist, mais suffisamment fort pour aller accumuler en peut-être 2 rounds de bataille facilement, de façon assez fiable, là, leurs points. Puis, on va voir après ça qu'il y a d'autres options pour aller en chercher, notamment le trône, la pièce de terrain, puis une action héroïque. Donc, tout ça pour essayer de l'augmenter nos héros à 6 le plus rapidement possible. De mémoire, les héros, tous les petits héros Flesh Eater Court ne sont pas très durables au combat. Donc là, il me semble que la principale manière d'aller chercher les points d'acte héroïque soit via le combat en close, en corps à corps. Ça semble obligé à risquer ces héros. Puis comme les héros semblent être au cœur de la mécanique de l'armée, l'adversaire va les prioriser dans ses activations pour attaquer, pour les tuer. Donc, finalement, à moins d'avoir des héros qui peuvent faire plusieurs prières ou sorts par tour, j'ai l'impression que les points d'acte héroïque augmenteront pas rapidement, là. Ça pourrait être difficile, puis tu mets le doigt sur un point. On reviendra quand on parlera de l'armée en général, de ses forces et de ses faiblesses, mais elle mise beaucoup sur des héros, puis des héros qui sont fragiles. Et je pense que c'est la principale limitation de l'armée. Ça va être une armée qui va être excessivement vulnérable à un double tour, par exemple, parce que nos héros qui vont être derrière les écrans vont voir les écrans disparaître, puis sur un double tour, on pourrait perdre les héros et on perd la mécanique principale de l'armée. Et je pense que c'est une armée qui a besoin de sa récursion, contrairement aux Soul Blight qui ont de la récursion gratuitement, même si les héros sont morts puis qui reviennent. Là, on a besoin de nos héros pour ramener nos unités. Nos unités sont fragiles, elles vont mourir. Donc, c'est une petite faiblesse de l'armée. Alors, on va garder ça en tête parce qu'il y a quand même certaines forces aussi dans l'armée importantes, mais je pense qu'ils ont réussi à balancer quand même assez bien ce livre-là. J'ai hâte de l'expérimenter, mais oui, ça pourrait être difficile. Ça peut être un peu frustrant pour les joueurs Flesh Eater Court de voir leur héros disparaître alors qu'ils venaient d'avoir leurs 6 points et qu'ils allaient enfin pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points-là? Alors, on a 3 options essentiellement. On peut Muster Guard, hein, ramener la garde. On peut faire en sorte, si on a un héros courtier qui a des points de noblesse sur lui, on peut ramener pour 1 point un cerf, tout simplement. Un cerf, c'est les ghouls ou les crypt guards, c'est les petits, la piétaille, là, c'est les petits soldats de base. Ou on peut ramener pour 2 points un chevalier à une unité. Et il faut que l'unité dans laquelle on ramène les modèles soit à 10 pouces du courtier, pas au lit within, mais à 10 pouces. Donc, ça laisse beaucoup, beaucoup de latitude pour déplacer nos héros. Ça va être assez facile de les replacer pour réussir à ramener des modèles, renflouer nos unités. Et c'est à la fin de la phase de mouvement, donc on peut bouger notre héros, puis après ça, on a 10 pouces de plus pour aller toucher notre unité, ramener quelques serres ou mieux encore, ramener des chevaliers. Alors, ça, c'est avec un courtier, c'est pas les abhorrents, c'est les courtiers. Les abhorrents, eux, ils vont pouvoir appeler des loyaux sujets et appeler des loyaux sujets, il va falloir pour ça qu'il y ait 6 points de noblesse sur eux et ils vont prendre leurs 6 points pour ramener la moitié d'une unité qui a été détruite. L'unité va apparaître n'importe où sur le champ de bataille à 6 pouces du bord de terrain, 9 pouces des unités ennemies. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement lié à la position de l'abhorrent, c'est n'importe où sur le champ de bataille. Donc, il y a quand même des stratégies intéressantes à faire, là. On envoie une unité, on détruit une pièce importante de l'adversaire, on sait que sur la riposte, notre unité va être détruite, mais on peut déjà prévoir 2 ou 3 tours d'avance. Je vais ramener l'unité par la suite de l'autre côté de la table. Ça va être une armée qui va être difficile à affronter puis qui va avoir beaucoup d'options pour les bons généraux. Petit détail, c'est on ramène des unités entièrement à 6 pouces du bord de la table et non à 6 pouces, donc ça va faire quand même Oui, une bonne différence, là, mais habituellement, oui, c'est oui, toujours mais entièrement à 6 du bord de la table pour les armées qui ont cette habilité-là. exactement. Petite note intéressante, les modèles qui ne sont pas ramenés sont considérés comme ayant été tués. Donc, si un courtier s'approche de l'unité à 10 pouces d'elle, il peut ramener des modèles. Et comme tout ça se fait à la fin de la phase, on peut choisir de ramener notre unité en fin de phase et ensuite d'utiliser l'habileté du courtier pour ramener des modèles dans l'unité qui vient juste de revenir. Les modèles qui reviennent n'ont pas besoin d'être entièrement à 6 pouces du bord de la table. On peut les mettre à 1 pouce de notre unité.
Et comme c'est des bases, soit les chevaliers, c'est des bases rondes, ou les Morbeg Knights, c'est des bases ovales, les autres chevaliers, c'est des bases rondes, les Cryptoreurs, les Cryptflayers. On gagne comme ça 3 pouces à peu près, ou 4, presque 4. Fait qu'on a 3 pouces de moins à notre charge. On est déjà rendu à une charge à 6 pouces. Puis on a plus 1 à notre charge si on a pris la bonne faction. On a plus 1 avec la bannière. On est rendu à une charge à 4 pouces. Et on n'a même pas encore utilisé d'habileté super amusante qui pourrait nous permettre d'améliorer encore un peu plus notre charge. Pour ça, ça prend toutefois deux courtiers. Un pour utiliser ses 6 points puis ressusciter la moitié de l'unité, puis un deuxième qui aurait un, deux Ouais. points ou plus pour, euh, pour ramener des modèles. Oui, en fait, ça prend un abhorrent puis un courtier. L'abhorrant Ouais. ramène l'unité, puis le courtier ramène les modèles dans l'unité. Fait que c'est sûr que quand on regarde ça, puis là, je pense comme tous les joueurs, ta première lecture, je dis, oh, tu sais, on voit déjà le combo, c'est intéressant, mais comme tu le mentionnes, il va falloir voir à quel point c'est facile ou pas à mettre en place. Est-ce qu'on a suffisamment de points? Tu sais, aller à 6 points pour réussir à ramener l'unité, ça peut être difficile. Après ça, avoir 1 ou 2 points, ça se fait assez bien. Mais c'est ça. Il y a des limitations intéressantes. Il y a des gens qui critiquent le fait que, ben oui, mais là, il faut payer pour ramener des unités alors qu'il y a plein d'autres armées de la mort dans lesquelles on ramène gratuitement les unités. Mais en même temps, comme on peut payer, c'est pas lié à un jet de dés. On a un certain contrôle sur le Blight. Tous les joueurs sur le Blight ont connu ça. Le fameux sur 3 plus, je ramène mon unité, je prends l'objectif, je gagne la partie. Finalement, tu roules un 1 ou un 2 quand il ne faut pas. Tandis que là, si tu as bien placé tes pions, tu as bien préparé ton truc, tu sais que tu as tes 6 points, tu sais que l'unité va revenir, tu as un plus grand contrôle, mais il ne faut pas que tu perdes tes héros. Ensuite de ça, bon, les courtiers morts-vivants, dans le fond, ils ont une sauvegarde invulnérable de 6+. Là, il ne peut pas être modifié de 6+. Ça, c'est toute la mort, ça ne change pas. Et Feeding Frenzy, on le rajoute un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des Flesh Eater Court quand ils sont entièrement à 12 pouces d'un héros qui a 6 points de noblesse. Donc, plus un, et il n'y a pas de restriction, donc ça s'applique aux Flesh Eater Court, donc à leur monture aussi. Donc, sur les attaques, les profils, les chartes d'unité à plusieurs profils d'attaque, ben, c'est plusieurs attaques qu'on rajoute, ça devient très, très bon. Ensuite, bon, des actions héroïques, on parle des points de noblesse depuis tout à l'heure. On a une action héroïque pour nous permettre d'augmenter le nombre de points de noblesse. Je pense que Games Workshop a fait le même calcul que nous. Amener les héros en corps à corps, ce ne sera pas toujours facile, ça va être risqué. Donc, une façon plus sécuritaire de le faire, on prend un héros pour l'action héroïque. On prend un héros et pour chaque unité, autre unité Flesh Eater Court, pas lui-même, mais les autres qui sont entièrement à 12 pouces de lui, on roule un dé et sur chaque 5 plus, on gagne un point de noblesse, un point d'action héroïque. Donc, au début de la partie, quand on n'a généralement pas de bonne action héroïque à faire, ben, on prend un héros, on déploie toute notre armée à 12 pouces et là, on roule. Si on est chanceux, si on a, mettons, un 8 ou 10 unités dans notre liste, ben, on peut facilement aller chercher un 3-4 points. Si le héros est sur le trône, il peut aller chercher peut-être les 2 points de plus, puis on pourrait déjà avoir dès le tour 1 héros qui sera à 6 points de noblesse. Donc, ça, c'est une belle façon à aller chercher, mais surtout en début de partie, plus la partie avance, plus ça se disperse, les unités meurent. Puis là, ben, l'action héroïque, s'il y a juste 3 unités autour, moins de chance, ça va générer juste un point de noblesse. Bon, bref. En début de partie, très, très bonne façon d'accélérer. Puis j'aime ça aussi, ce genre d'action héroïque-là, parce que souvent au premier tour, on essaie de se donner un point de commandement sur 4+, mais on n'a pas vraiment besoin de ce point de commandement-là. Donc, on perd souvent notre action héroïque du tour 1. Puis il y en a deux là, dans le tour 1, dans la première ronde de bataille. Donc là, ça permet d'utiliser de manière rentable ces actions héroïques-là qui sont par ailleurs sinon perdues. Puis on va voir, contrairement à l'ancien livre, il n'y a aucune habileté de commandement sur les chartes d'unité de nos unités Flesh Eater Court. Donc, on n'a pas besoin de points de commandement additionnels. On a besoin, comme toutes les armées, pour nous immuniser à la bravoure puis faire bon, les autres habiletés de commandement génériques. Mais ce n'est pas une armée qui va être particulièrement, qui va réclamer particulièrement l'usage de points de commandement. Donc, on va souvent pouvoir utiliser Rousing Oration comme habileté héroïque. Ensuite de ça, la senteur du sang. Alors, celle-là est un petit peu plus difficile. On prend un héros Flesh Eater Court, on roule un dé. Sur 3 plus, il peut faire un mouvement de D6 pouces, mais il doit finir son mouvement à plus que 3 pouces des unités ennemies. On ne peut pas les engager, donc. Et il faut qu'il se soit approché d'une unité qui a déjà des points, des blessures allouées. Donc, au tour 1, ça ne servira pas, du moins pas si on commence. Si l'adversaire commence et qu'il a réussi à faire un miscast en roulant ses dés pour lancer un sort, puis s'il fait un point de dégâts, on peut avancer vers l'armée adverse.
Mais en fin de partie, ou là, peut-être que c'est un héros qui est blessé ici, une unité qui a subi un dommage là. Là, ça peut nous permettre de faire un petit mouvement, donc gagner un D6 pouces de mouvement avec notre héros. Peut-être pour réussir une charge ou aller le placer de façon plus stratégique sur un objectif. C'est une option. Elle ne servira pas toujours, mais c'est une option de plus qu'on a. Ensuite, on a deux fureurs monstrueuses. Alors, bon, le premier, c'est une fureur monstrueuse qu'on ne fera pas souvent. On prend une unité qui a une caractéristique de blessure de 2 ou moins, qui est à 3 pouces de notre monstre. Sur 3 plus, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Puis, on se guérit d'autant de blessures que ce qu'on a fait comme dégâts. Donc, c'est comme un stomp, mais sur 3 plus au lieu de 2 plus. Ça nous permet de nous guérir, mais c'est juste contre les unités qui ont 2 points de vie ou moins. Euh, le Games Workshop n'a pas été généreux. On aurait pu au moins avoir un équivalent d'un Stomp sur 2 plus qui nous guérit contre des unités à 2 points de vie ou moins. Fait que c'est pas très bon. Puis le deuxième, si on prend une unité qui est à 3 pouces, une unité ennemie, sur 3 plus, on diminue de 2 la bravoure de cette unité-là jusqu'à la fin du tour. Entre ça, puis un Roar où on diminue on enlève la possibilité de donner All-Out Defense à une unité. Bon, Hmm. en Gristlegar, si on joue en Gristlegar qu'on a décidé de jouer le maximum de monstres qu'on peut jouer, ben, ceux qui jouent 3 monstres ou plus, vous l'avez déjà vu, souvent on ne sait plus trop quoi faire. On fait Roar, on fait Stomp, après ça on est comme bon, ok, qu'est-ce que je fais avec le reste? C'est pas nécessairement utile. Pourquoi pas? Mais c'est pas des très bonnes fureurs monstrueuses, malheureusement. On passe au trait de commandement. Encore une fois, c'est une section du livre qui nous donne envie de jouer l'armée. Il y a plein de traits de commandement intéressants. Il y en a un qui sort du lot, qui semble plus fort que les autres. Mais malgré tout, il y en a plein qui sont intéressants. Alors, je commence tout de suite. Shadowy Obfuscation. Le général n'est pas visible s'il est à plus que 12 pouces des unités ennemies. Alors, là, présentement, dans la saison, il n'est pas visible contre le tir. Mais là, c'est pas visible contre tout. Alors, si la saison change, ça va demeurer bon, non seulement contre le tir, mais c'est bon aussi contre la magie. Et si c'est un lanceur de sorts, parce que c'est les abhorrents, donc c'est un lanceur de sorts, ça veut dire qu'il n'est pas visible par les sorciers ennemis. Il ne peut pas être dissipé quand il fait ses sorts. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une façon de garder notre héros en vie aussi plus longtemps. Il ne peut pas être ciblé par le sort de Skragroth ou d'Alariel qui pourrait le détruire dans un seul tour. C'est sûr qu'il est encore sujet à des airs d'effet, des sorts qui font une bombe autour d'un certain point. Mais pourquoi pas? Un petit peu, ça protège un petit peu notre héros. Et ça pourrait être un abhorrent sur un Terrorgeist. Donc, ça peut protéger un gros héros, une grosse bébite, pour éviter qu'elle se fasse tirer dessus. Bref, je trouve que ça a du potentiel comme trait de commandement. C'est pas mauvais. Oui, puis ça peut rendre plus sûr de faire Magical Dominance comme tactique de bataille parce que si l'adversaire a déployé un magicien à 30 pouces ou moins de notre sorcier, ben là, il peut pas le dissiper. Donc, Mais c'est pas le meilleur. On en a un autre ensuite. On ajoute un au jet de casting, dispelling, puis unbinding de notre sorcier, de notre abhorrent. Et hmm. s'il a réussi à obtenir ses 6 points de noblesse, on le rajoute 2 à ses jets de lancement de sort et tout. Comme on l'a vu qu'au premier tour, au premier round, c'est possible, si on utilise l'action héroïque, d'amener tout de suite un de nos héros à 6 points. Ça fait un sorcier qui, dès le début de la bataille, a plus 2 à ses sorts. Et on va le voir, il y a des sorts vraiment importants là, qu'on veut lancer. Donc, ça, c'est une des options intéressantes, peut-être la plus intéressante pour les abhorrents. Très bon. Ensuite, Master de ménagerie, dans le fond, c'est un peu comme l'habileté qu'on a déjà sur les abhorrents, d'utiliser nos 6 points de noblesse pour ramener la moitié de l'unité détruite. Mais là, ce qu'on ramène, c'est un monstre à la place. Le Oh. monstre ne peut malheureusement pas être un héros. Fait que ce serait un Terrorgeist ou un zombie dragon sans personnage dessus, sans héros dessus. Et il revient avec 6 blessures allouées. Donc, encore pas mal en pleine forme. Là, il est encore capable de faire du dommage. Donc, pourquoi pas? Angry Solgar, ils ont vraiment pensé, hein, le gameplay des gros monstres, c'est pensé. Ils ont juste eu peur un peu que ce soit trop fort, donc ils ont mis des points, un coup en point trop élevé. Mais que les points se réajustent. Il y a clairement là quelque chose à faire. Et je connais des joueurs que j'ai affrontés en tournoi qui sont arrivés avec leur Terror Guys puis leur Zombie Dragon juste pour le plaisir d'en jouer plein. Ils vont être contents avec ce nouveau livre-là. Puis je pense que avant cette règle-là, il y avait seulement Alariel qui, comme monstre, pouvait être amené en jeu à AOS après avoir été détruit. Donc là on commence à voir donc des mécaniques qui permettent de ramener les monstres en vie. J'aime ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Ensuite, on a 3 traits pour les courtiers.
Alors, les courtiers, le premier, c'est, bon, on rajoute 2, la caractéristique de blessure du courtier. Puis, s'il y a 6 points de noblesse, il y a une save une sauvegarde vulnérable de 5+, là. Bof. Pas si intéressant que ça. Ça a un peu de survivabilité. Mais le prochain, Cruel Taskmaster, est tellement bon que malheureusement, il éclipse les deux autres. Celui-ci, quand on ramène des serfs, pour 1 point de noblesse, on ramène 2 serfs. Et pour 1 point de noblesse, on peut ramener un chevalier au lieu d'en prendre 2. Donc, on double l'utilité de chacun de nos points. Donc, ça veut dire que sur une unité de 9 horreurs, par exemple, qu'on ramène à moitié après avoir été détruite, donc 5 modèles, parce qu'on ramène en arrondissant au plus haut, ben, on prend juste 4 points de noblesse, puis on ramène l'unité au complet, puis il nous reste encore 2 points de noblesse potentiellement sur notre héros pour le tour suivant. Donc, celui-là, si on prend un courtier, c'est pas mal le trait qui est imposé. Il est tellement bon. Et le dernier, encore une fois, ce serait si on joue un courtier qui cogne un petit peu comme un Vargulf. Si le jet de touche non modifié pour une attaque est de 6, il va faire 2 touches au lieu d'un. Puis s'il y a 6 points de noblesse, ça va être 3 touches au lieu de 2. Donc, ça rajoute un petit peu de punch. Mais Cruel Taskmaster est juste trop bon, hein. Fait que c'est probablement celui-là qu'on va toujours prendre, malheureusement. À moins qu'on choisisse de ne pas mettre notre courtier comme général, puis qu'on préfère mettre un abhorrent comme général. Là, on va piger dans les 3 traits précédents. Celui qui donne des bonus au lancement à dissipation de sort était quand même très bon Mhm. aussi, là. Ouais, ouais, c'est vraiment très bon aussi. Ensuite, on a des artefacts. On a des options, 3 seulement dans chaque catégorie, 3 pour les abhorrents, 3 pour les courtiers. Alors, le premier, on soustrait 1 à la bravoure des ennemis qui sont pas entièrement, mais qui sont à 9 pouces du porteur. Donc, on a la traite fureur monstrueuse qui fait -2. On va voir qu'il y a d'autres options qui font moins, fait qu'on peut diminuer la bravoure. Malheureusement, c'est trop facile de s'immuniser à la bravoure, même si on va voir le trône empêche de s'immuniser. Il y a encore trop d'options, ça ne sert pas tant que ça, c'est pas le meilleur. Ensuite, le Blood River Calice, lui ici, c'est une fois par bataille dans la phase de héros. Le porteur, puis c'est la phase de héros, c'est pas nécessairement notre phase de héros. Le porteur va utiliser l'artefact et il va se guérir de 2 des 3 blessures. Sur un Terrorgeist, pour avoir joué souvent en Soul Blight, Prince Vardrai qui se guérit de D6 une fois dans la bataille, ça fait une différence. Ça peut décourager l'adversaire, surtout qu'on va voir qu'on se guérit à notre tour aussi de D3 en plus. Donc, pourquoi pas? Puis c'est dans n'importe quelle phase de héros. Donc, à ton tour, tu charges, tu frappes, la riposte fait un peu plus mal que tu avais prévu. À la phase de héros de l'autre, tu te guéris de 2 D3. L'adversaire est obligé d'utiliser plus de ressources pour venir détruire ton seigneur sur Terrorgeist. Pourquoi pas? Et le dernier, le cas du Gargant, une fois par bataille, au début de la phase de combat, on va utiliser ça pour rajouter 1 la caractéristique d'attaque de mêlée du porteur et de la monture. Donc, encore une fois, c'est pensé pour un héros sur un Terrorgeist. Là, si on veut que ça fasse une différence, on va gagner une attaque de plus avec sa mâchoire, une option de plus pour peut-être réussir à faire le 6 qui donne 6 blessures mortelles. Côté des courtier, la médaille de la folie. Alors, une fois par bataille, on peut donner un point de commandement sans qu'un point de commandement soit. On peut utiliser une habilité de commandement sans qu'un point de commandement soit dépensé. Puis le courtier conseille comme le général, donc c'est à 18 pouces. Ensuite, on peut relancer. Le deuxième est intéressant, là, de Flayed Pennant. On peut relancer les jets de charge pour les unités Flesh Eater Court qui sont entièrement à 12 pouces du porteur. Ça, c'est Oh, intéressant, surtout qu'on a des bonus pour la charge. On ramène nos unités qui vont apparaître à 9 pouces, etc. Puis là, on relance les charges. Ça fiabilise beaucoup c'est bon. l'armée. L'armée Ah va ouais, ouais. vouloir engager l'adversaire, va vouloir cogner. C'est pas une armée qui peut rester sur les objectifs puis tanker les charges de l'adversaire. Il faut faire mal à l'adversaire avant qu'il nous fasse mal. Donc, ça, je pense, ça va être une option qui va être souvent choisie. Puis l'autre option souvent choisie aussi, c'est la veste qui donne le mot-clé prêtre au porteur. Donc, un courtier qui devient un prêtre, il a accès aux bonnes prières du livre et aux prières génériques. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment bon. Donc, on a quelques options intéressantes, quelques bonnes options. Pas d'artefacts à tout casser non plus. C'est pas comme Non. le trait de commandement qui était un peu trop fort, le Cruel Taskmaster, mais des bonnes options. On arrive au On fameux passe. sort que tu as annoncé comme étant
Ouais, ben en fait, j'ai pas été précis. On a des très bons sorts sur les chartes d'unité. Notre domaine Oh, de sort a un bon sort et les deux autres, on a gaspillé beaucoup d'angles pour rien. ah, Alors, je vous présente le premier sort, un sort vraiment, vraiment mal écrit. On a gaspillé beaucoup d'encre. La personne qui l'a écrit devrait être sévèrement réprimandée. C'est complètement inutile. Euh, on se sort avec une valeur de lancement de 6, une portée de 18 pouces. On prend une unité ennemie, on roule 6 dés. Si on a 2 dés qui ont le même résultat, on fait une blessure mortelle. Fait que c'est même pas sûr de faire une blessure mortelle si on réussit le sort. C'est moins bon qu'un Arcane Bolt. Si on a 3 dés sur 6 qui donnent le même résultat, on soustrait un au jet de touche de l'unité jusqu'à notre prochaine phase de héros. Et si on a 4 dés, je ne sais pas si quelqu'un a fait les stats, mais c'est très, très peu probable que ça arrive. Ça va arriver des fois, mais c'est peu probable. On va rajouter un à la valeur de nos jets de blessure quand on va attaquer l'unité. Euh, Complètement ridicule, là. Je veux dire, il faut réussir à le lancer. Il faut réussir à brasser un nombre de dés qui sont pareils pour avoir un effet. On ne sait pas quel effet on va avoir. Bon, puis Games Workshop a rajouté que si notre valeur de lancement est 10 ou plus, puis ça peut être modifié. Donc, la présente saison, c'est possible. On roule 8 dés au lieu de 6. Ça augmente un peu les probabilités là, qu'on ait 3 dés pareils ou 4 dés pareils, mais ça demeure franchement mauvais comme ça. Là. Prenez pas ça. Prenez le suivant ou prenez Mystic Shield. C'est juste mieux. Le suivant, lui, est vraiment bon, par exemple. Derange Transformation. C'est un spell avec une valeur de lancement de 6, une portée de 24 pouces, donc une bonne portée ici. On prend unité Flesh Eater Court qui a une caractéristique de blessure de 7 ou moins, donc ça ne peut pas être nos gros monstres. On rajoute 2 jusqu'à une prochaine phase de héros, on rajoute 2 à la caractéristique de mouvement de l'unité. Déjà, en soi, c'est déjà très, très bon. Et on rajoute un au jet pour blesser de cette unité, ce qui est excellent parce qu'on sait que les jets pour blesser, c'est plus dur à modifier, tandis que les jets pour toucher, on peut toujours mettre un all-out attack dessus. Et si le jet de lancement est de 10 ou plus, encore une fois, ça peut être un jet modifié, on va prendre 3 unités différentes au lieu d'une seule. Ça, c'est excellent. Ça, c'est en fait, quand on fait nos listes, tous nos lanceurs de sorts ont ce sort-là sur leur charte, plus leur sort de Wash Roll. Ou peut-être, là, vu qu'on est dans une saison où les sorts sont particulièrement bons, là, par exemple, Arfrost est vraiment bon, puis le Blizzard est vraiment bon, peut-être qu'on va vouloir varier. Mais c'est le genre de sort qu'on va vouloir mettre à plus qu'un sorcier pour être certain qu'il y en ait un qui puisse se lancer pendant la phase. Ça peut être vraiment impactant. 2 pouces de plus de mouvement pour aller chercher l'unité puis gagner plus un pour blesser. On va tomber généralement avec du 2 plus pour blesser, donc ça devient très, très fiable, nos attaques. ouais, juste un sort qui donne plus un au jet de blessure à une unité, puis on a une portée de 24 pouces, casting value seulement 6. C'est déjà un excellent sort. Là, on a la possibilité, avec un bon jet, d'affecter 3 de nos unités. Puis en plus, on a une cerise sur le Sunday, c'est le plus 2 pouces au mouvement. Donc vraiment, c'est un super sort, là. C'est très, très bon. Oui, oui, il est vraiment excellent. Et Victuailles, Crimson Victuailles, c'est un spell avec une valeur de lancement de 6, une portée de 18 pouces. On prend une unité ennemie à 18 pouces. On prend une unité amie, Flesh Eater Court, qui a une caractéristique de blessure de 1 et qui est à 6 pouces de cette unité ennemie-là. L'unité ennemie subit D3 blessures mortelles, puis pour chaque blessure mortelle qui va avoir été causée à l'unité et qui n'aurait pas été annulée, on retourne un modèle qui a été tué à l'unité. Puis si c'est 10 ou plus, c'est 2 des 3 blessures mortelles au lieu de D3. Une sorte de Arcane Bolt avec une distance, avec une possibilité de ramener des modèles si on joue des serres. Pourquoi pas? Dans certains gameplays, si on décide de jouer des gros paquets de Ghoul ou des gros paquets de Crypt Guard, lui, je le voyais pas totalement mauvais, mais il est plus situationnel un petit peu. Je préfère vraiment le Derange Transformation, qui est meilleur dans tous les cas, mais c'est quand même un sort qui est intéressant. Il se défend comme ça, le troisième. Ben, quand même, surtout dans la saison actuelle où on a des dés de magie là, Hmm. primo, le jet de lancement de 10 est tout à fait atteignable. Fait que là, on a un sort qui fait 2 des 3 blessures mortelles à 18 pouces. C'est vraiment pas Hmm. mauvais. On passe ensuite aux prières. On va voir qu'il y a un de nos héros abhorrents qui a le mot-clé prêtre. On a vu qu'on a une sous-faction qui nous permet de rendre prêtre tous nos abhorrents, mais ils peuvent plus lancer de sort, mais ils ont accès au domaine. Et on a vu aussi qu'on a un item magique qui peut faire en sorte qu'un courtier devienne un prêtre. Donc, on a des options pour avoir des prêtres et on va probablement en vouloir parce que les prières sont bonnes. Premièrement, Bless This Meal.
Ça a une valeur de lancement de 3, une portée de 18 pouces. On prend une unité ennemie qui est à portée et qui est visible. Puis chaque fois qu'un modèle de l'unité ennemie est tué, on guérit une blessure à une unité Flesh Eater Court qui est à 6 pouces de cette unité ennemie-là. Donc, si on a par exemple notre Ushoran qui va venir frapper une unité de petits modèles à 1 ou 2 points de vie, on fait le sort, on fait la prière juste avant et Ushoran va s'en donner à cœur joie, il va se remonter en point de vie, il va se guérir presque pleinement avec ça. Donc, c'est un sort qui est intéressant, dépendamment de la composition de notre liste. C'est un bon sort, pas un sort, mais une bonne prière. J'aime beaucoup le nom aussi qui est très fluff, Bless This Meal. Donc, la prière, c'est réciter un bénédicité, là. Donc, alors, sachant que les Flesh Eater Court mangent de la charogne, mais hallucinent des plats raffinés. C'est splendide. Ben, en fait, faut comprendre que notre prêtre dans le livre, c'est un cardinal. Hein. C'est un membre du haut clergé, donc d'où la bénédiction sur le repas. C'est vraiment incroyable si vous avez la chance d'avoir le livre juste pour lire le fluff, puis juste lire le nom des habiletés. C'est vraiment, vraiment un super livre. Ensuite, la faveur du Summer King. Alors, c'est une prière avec une valeur de 3, une portée de 18 pouces encore une fois. On prend un héros Flesh Eater Court qui est entièrement à portée et qui est visible. Jusqu'à notre prochaine phase de héros, le héros gagne 1 point de noblesse additionnelle chaque fois qu'il tue un modèle ennemi. Je pense pas que ce soit si bon que ça, parce que probablement qu'il va déjà faire 6 dommages, notre héros, ou qu'il fera pas 6 dommages, mais c'est principalement les dommages qu'il va faire qui sont importants. Mais pourquoi pas, là, c'est encore une fois, il faut tester la mécanique, voir à quel point c'est facile ou pas d'aller chercher nos points de noblesse, là. Donc, peut-être, mais pas certain. Ensuite, le dernier, c'est une prière avec encore une fois une valeur de lancement de 3, une portée de 18 pouces. Si la prière est entendue, l'unité Flesh Eater Court, qui est entièrement à portée, qui est visible, gagne une ward de 5+, une sauvegarde invulnérable de 5+. Donc, Wow. ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Ça rajoute un petit peu de survivabilité à nos unités qui sont particulièrement fragiles. C'est très, très bon. Une prière qui donne 5+, je pense que toutes les armées seraient contentes d'avoir ça, sauf celles qui ont nativement. Là, c'est sûr qu'on ne passe pas de 0 à 5, hein, on passe de 6 à 5 parce que toute l'armée a déjà une 6+, mais quand même, une bonne amélioration de la protection. Ensuite, on a les traits de monture. Si on joue des Terror Guys ou des Zombies Dragons, on a des traits de monture pour un ou pour l'autre. Les premiers sont pour les Zombies Dragons. Alors, on améliore la caractéristique de rend des attaques de tir, dans le fond, du crachat par 1. C'est toujours intéressant, ça augmente les chances qu'on touche avec. Ensuite, mort depuis le ciel. Au lieu de mettre notre Zombie Dragon sur le champ de bataille, on peut le déployer en réserve. Puis, à notre première phase de mouvement, à la fin de notre première phase de mouvement, il va apparaître à 9 pouces des unités ennemies. Donc, on est capable avec lui puis avec d'autres héros de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de nos unités qui soient sur le champ de bataille quand on se déploie. C'est une option. Et le troisième trait, on ajoute un au jet de touche des monstres Flesh Eater Court tant qu'ils sont entièrement à 12 pouces de l'unité. Ça inclut lui-même. Donc, encore une fois, vous voyez, si on joue Gristlegore, il y a vraiment quelque chose à faire là, pour synergiser nos monstres ensemble. Pour ce qui est des Terrorias, on a Gruesome Bite, on ajoute un à la caractéristique d'attaque de la mâchoire. C'est l'attaque importante, c'est celle qui nous permet de faire des 6 puis des blessures mortelles. L'armée a très peu de rennes et très peu accès à des blessures mortelles, donc le Terror Guys peut être intéressant pour ça. Ensuite, Horribly Resilient, le Royal Blood, l'habileté qui permet aux abhorrents de se guérir de D3 points de vie à chacune de nos phases de héros, est augmenté à 2 D3 points de vie, donc on se guérit un petit peu plus. Puis le Morbeg Swiftness, l'unité peut retraiter et charger dans le même tour. Donc, notre Terrorgaz peut se désengager et charger. Fou. Il y Pas a bon beaucoup choix. d'options qui sont bonnes. Il y a beaucoup d'options qui sont bonnes ici. Là. Si on joue des gros monstres, on est gâté. Oui, oui, c'est des très beaux traits de monture.
Et on passe ensuite aux grandes stratégies, aux tactiques de bataille. Et encore une fois, c'est là que je trouve que c'est un très bon livre. Il y a plusieurs options qui sont faisables, mais pas beaucoup d'options complètement ridicules où c'est un automatique. Puis on n'a pas à se casser la tête, là, des trucs comme amener nos unités à 3 pouces d'une pièce de terrain que tu sais que tu vas le faire, puis l'adversaire ne peut pas t'empêcher du tout. Là, on a moins de ça dans le livre. Il va falloir y penser un petit peu plus, mais on a des options jouables aussi. C'est pas des on n'a pas la grande stratégie ridicule où il faut que toutes nos grandes stratégies aient été faites dans notre livre, qu'on n'a pas le droit de prendre OK. les génériques. Rien de totalement ridicule, mais rien de très, très facile non plus. Bref, je vous les présente. On commence par les grandes stratégies. Quand la bataille se termine, il faut qu'il y ait au moins 3 héros Flesh Eater Court qui soient sur le champ de bataille et qui aient 6 points de noblesse. C'est difficile. 3 héros, ça veut dire que si on joue une liste avec 6 héros, il faut qu'il y ait la moitié qui ait survécu et qu'il y ait les 6 points de noblesse. Puis ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas les utiliser. Puis en fin de partie, on va vouloir les utiliser. Là, au dernier tour, on ne veut pas donner plus une attaque. On veut réussir à ramener une unité qui va pouvoir charger puis se rendre sur l'objectif puis voler l'objectif de l'adversaire à la dernière minute. Donc, je ne pense pas que c'est lui qu'on va prendre parce qu'il nous limite un peu trop et c'est très risqué, le 3 héros qui doivent survivre. Expand the Kingdom, quand la bataille se termine, on complète la grande stratégie si on a un aberrant qui est entièrement dans le territoire ennemi et si le général ennemi n'est pas entièrement dans son territoire à lui. Dans le fond, on a chassé le général ennemi puis on a pris sa place avec un aberrant. Pourquoi pas? Ça dépend des affrontements. C'est sûr que des fois, le général ennemi, c'est un Archaon ou une niaiserie comme ça. C'est comme ouais, ça va être dur à sortir. Mais si c'est un petit héros, pourquoi pas? Il y a quelque chose à faire. Puis un abhorrent, on a des abhorrents qui se déplacent très rapidement. Là, donc, on est capable d'aller mettre notre abhorrent dans le territoire ennemi. Et Defend the Throne, quand la bataille se termine, on complète la grande stratégie. Si notre trône est en garnison par un héros, donc on a un héros qui est sur le trône et qui n'a pas d'ennemi à 6 pouces du trône. C'est Difficile 6 aussi. pouces, c'est pas 12 pouces, c'est pas 9 pouces. C'est quand même difficile, mais celui-là est faisable. Pour l'instant, on ne le prendra pas parce que là, on a maître savant où dans le fond, on a déjà avoir un sorcier qui ne meurt pas, on le désigne, puis il ne faut pas qu'il meure. Fait que on va prendre celle-là, c'est juste plus Ah, facile parce que là, il faut non seulement que le héros ne meure pas, mais qu'en plus le trône soit, ouais. soit protégé. Spell Mais casting savant, par exemple, ça doit être le général, si ma mémoire est c'est vrai. bonne. Il doit être un C'est- sorcier, il doit être en vie à la fin de la phase de. Donc là, avec des héros fragiles comme ça va être plus difficile, là. L'avantage avec défendre le trône, c'est qu'on n'est pas obligé de désigner en début de partie quel va être le héros qui va occuper le trône. Euh, Ce sont une option, mais il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de 100% certain. Mais je pense que cette option-là, puis l'autre d'avant, sont des options qui sont faisables. Si on a des options faisables, mais pas faciles. Ma compréhension, c'est que même si la fureur monstrueuse qui permet de détruire une pièce de terrain, donc un décor, a été faite avec succès sur le trône ne perd pas son nom, Hmm. mais il perd, je pense qu'il ne peut plus être garrison normalement. Ah, faudrait que je regarde les règles. Honnêtement, Faudrait vérifier, hein. Fait que là, ça, ce serait peut-être une faiblesse, là, si une pièce de terrain a été détruite, est-ce qu'on peut encore être en garnison à l'intérieur? Je pense que non, si ma mémoire est bonne. Donc, ce serait une faiblesse aussi de cette grande stratégie-là. Alors, Scream to Death, on prend une unité ennemie sur le champ de bataille, on complète la tactique de bataille si l'unité ennemie a été détruite par des attaques de tir, soit des Crypt Flayers, des Crypt Infernal Courtier ou du Royal Terrorgeist. Donc, avec certaines compositions de liste, ça va être impossible parce qu'on ne jouera aucune de ces 3 unités-là. Dans d'autres constructions, le tir du Terrorgeist, c'est un tir encore sur la bravoure. Fait que contre certains adversaires, ça va être assez facile de le faire. Les Crypt Flayers, on va voir qu'ils ont beaucoup de tirs s'ils sont accompagnés d'un courtier. C'est possible dans la bonne construction de liste. Ensuite, Valiant Slaying, ce sont des héros qui se chargent d'aller tuer les monstres qui terrorisent le noble royaume. Alors, on prend un héros, pas un héros, mais un monstre ennemi sur le champ de bataille. On complète la tactique de bataille s'il est détruit par les attaques d'un abhorrent pendant le tour. Ça va être un peu difficile, à moins qu'on joue Usharan. Usharan a la possibilité de détruire un monstre, mais nos autres abhorrents, à moins que ce soit l'abhorrant sur Terrorgeist, nos petits héros tout seuls à pied, ils ne cognent pas si fort que ça, là. Ça prendra un monstre qui est pas mal amoché pour réussir à le finir.
Mais encore une fois, avec la bonne construction de liste, c'est une tactique de bataille qui est faisable. Ensuite de ça, Overrun, on complète cette tactique de bataille si toutes les unités ennemies sur le battlefield sont à 3 pouces d'unité Flesh Eater Court à la fin du tour. Ça, c'est une tactique de fin de partie où il reste juste une grosse unité, puis là, tu la charges, puis au pire, si elle meurt, ben, elle meurt, puis toutes les unités ennemies sont à 3 pouces. Puis si elle ne meurt pas, ben, on l'a encerclé, fait qu'il est sûr d'être à 3 pouces de moi, mais c'est plus à la fin de la partie, là, tu ne peux pas faire ça pour tour 1, c'est impossible. Ensuite, Glorious Feast, tu complètes la tactique de bataille si toutes les unités amies sur le champ de bataille sont entièrement à 12 pouces d'un héros Flesh Eater Core qui a 6 points de noblesse à la fin du tour. Ça, c'est possible. C'est possible à 2 moments. C'est possible au tour 1 si tu réussis, parce qu'on s'entend, c'est au début de la phase que tu fais tes actions héroïques et que le trône s'active. Fait qu'il faut juste que tu séquences comme il faut. Tu fais ton action héroïque d'abord avant d'annoncer ta tactique de bataille. Tu fais l'habileté du trône. Si tu te retrouves avec 6 points de noblesse, tu peux décider que là, tu prends la tactique de bataille qui fait que toute ton armée est à 12 pouces. Tu déplaces intelligemment ton armée pour rester à 12 pouces de ton héros. Merci, bonsoir, c'est fait. Sinon, sinon, c'est à la fin de la partie ou en milieu de partie que ça va peut-être être possible d'être fait, parce que là, le nombre d'unités est plus limité. Puis c'est ça. Puis ils disent pas que il faut que ce soit à 12 pouces du même héros. Donc, si tu as deux héros qui ont 6 points de noblesse, ben, tu peux avoir une partie de ton armée qui est à 12 pouces de ce héros-là, puis une partie de l'armée qui est entièrement à 12 pouces de l'autre héros. Tu remplis la condition. Donc, c'est faisable. C'est faisable en début de partie si tu es en château, puis tu as un héros qui a tous ses points, ou c'est faisable en fin de partie où il reste moins d'unités. Donc, j'aime ça. Oui. C'est surtout le fait d'avoir des tactiques de bataille faisables au tour 1, c'est vraiment important dans la saison actuelle. On a très peu de tactiques de bataille qui sont faciles à faire au tour 1. Donc avoir une option de plus, c'est vraiment, vraiment significatif, là. Ça peut faire la différence entre aller chercher le 2 points ou pas au tour 1. Formation en lance, qui rappelle les Bretagnais de jadis dans le Vieux Monde. Alors, si on a des deux unités, il faut avoir deux unités ou plus de chevaliers qui font une charge ce tour-ci et leur charge doit être de 7 ou plus. C'est pas une charge non modifiée, c'est une charge. Donc, c'est risqué. Si on a trois unités qui chargent, il faut que les trois fassent une charge de 7 ou plus de la façon que c'est écrit. Donc, il faut que toutes les unités de chevaliers qui chargent fassent une charge à 7 ou plus. Mais si on a pris la grande stratégie qui nous donne +1 au jet de charge, si on a des Marbeg Knight qui ont une bannière, on est à +2, ça demande une charge à 5 pouces finalement. On peut avoir pris le trait qui fait relancer les charges autour du héros. Bref, c'est quand même faisable, encore une fois, mais pas facile. Un peu comme je pense que les tactiques de bataille devraient l'être. Ça ne devrait pas être facile, ça ne devrait pas être automatique, ça devrait demander de la prévision à long terme. On devrait devoir les séquencer dans notre tête. Puis dire, mon prochain tour, ça va être plus facile. Puis, ben, il y a une petite portion de hasard qui est là aussi. Il faut être chanceux, il faut les bonder. Mais si on joue à Warhammer, il faut accepter qu'il y a une portion de hasard. Mhm. Et le dernier, Ties of Chivalry, on prend un objectif sur le battlefield que notre adversaire contrôle. On complète la tactique de bataille si on contrôle l'objectif à la fin du tour et qu'il est contesté par une unité de serre, nos ghouls ou nos crypt un knight, unité de knight et un courtier. Dans nos listes, en tout cas de ce que je vois quand je discute avec des gens, notamment Kevin, Xavier, Pat, avec qui on a discuté, qui ont échangé leur liste et tout, on a toujours au moins une unité de serre, une unité de chevalier, puis un courtier dans notre liste. Donc, en milieu de partie, c'est faisable. Donc, je trouve ça, c'est une belle liste de tactiques de bataille, je trouve. Relativement difficile. Ça demande de penser nos listes en conséquence. Il faut penser notre stratégie, notre séquence. Mais si on rajoute à ça les tactiques de bataille du livre, les tactiques générales là, que tout le monde peut faire, je pense qu'on a moyen d'aller chercher nos 10 points pour les tactiques de bataille dans la partie. Ensuite, on arrive au Watchroll. Le premier Watchroll qu'on va voir, c'est le trône. C'est notre pièce de terrain. Malheureusement, discontinué. S'il y a un auditeur qui trouve que le livre est vraiment mauvais, que ça ne tente pas de jouer, mais qu'il y a un trône, juste à m'écrire, j'en cherche un, c'est discontinué, mais j'en veux absolument un pour l'armée. J'ai réussi à me trouver un Arc Regent qui est aussi discontinué. J'en cherche un deuxième aussi. C'est pas
absolument nécessaire, mais le trône, lui, j'aimerais bien l'avoir, sinon je me ferais un Ouais. proxy avec les bonnes dimensions. Juste préciser, ils ne sont pas discontinués, mais bien en rupture Ben de oui. stock. Donc, mais on présume qu'ils vont revenir sur le marché lorsque Games Workshop daignera bien en produire suffisamment. Ils ont des problèmes de production assez importants en ce moment. Oui. Alors, bon, le setup pour la pièce de terrain, c'est un setup standard. Une fois on a déterminé quel côté on jouait, on met à plus que 3 pouces de tous les objectifs, de toutes les autres pièces de terrain. Puis, si les deux joueurs peuvent déployer une pièce de terrain, on roule un dé pour savoir qui déploie en premier. C'est une pièce qui peut être garrisonnée, qui est defensible en anglais. Alors, on prend un héros qui peut avoir jusqu'à 7 points de vie sur sa charte d'unité et on peut le mettre dans la pièce de terrain, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne, cette pièce de terrain-là? Essentiellement deux règles. Les unités ennemies qui sont à 12 pouces, pas entièrement à 12 pouces, mais à 12 pouces, là, qui touchent la pièce de terrain à 12 pouces, peuvent pas être affectées par des habiletés qui permettent à l'unité d'ignorer le jet de Battle Shock. Ça fait quand même une bonne. Tu sais, fait que si on met le trône de façon un peu agressive, ça fait quand même une bonne zone, hein? 12 pouces de chaque côté de la pièce qui fait quand même quelques pouces elle-même. Fait qu'on a un 30 pouces à peu près ou une bulle de 30 pouces de diamètre où ben, l'adversaire ne peut pas s'immuniser au jet de Battle Shock. Il va falloir clarifier parce que là, il y a des gens qui disent ouais, ben, le triomphe, lui, c'est pas qu'il nous en. Il dit qu'on le passe automatiquement, ça ne nous immunise pas au Battle Shock, donc on l'ignore pas, donc on aurait le droit et tout. Fait que là, ça va être intéressant. C'est intéressant de voir aussi comment Games Workshop va interpréter ça avec la règle des OBR qui ignorent les Battle Shock. Probablement que les OBR doivent prendre un Battle Shock maintenant quand ils sont à 12 pouces de la pièce de terrain. Mais c'est surtout pour le triomphe, là, dans la façon dont c'est formulé. Il y en a qui disent que le triomphe pourrait être utilisé parce que ça nous permet de réussir notre jet de Battle Shock Test automatiquement et non pas de l'ignorer. Fait que je sais pas si. Rule as written, je pense qu'effectivement, on pourrait utiliser le triomphe pour s'immuniser ou en tout cas réussir notre jet. Est-ce que c'est rule as intended? J'ai hâte qu'il y ait une petite fac pour clarifier. Puis ensuite de ça, c'est l'autre raison pour laquelle on va jouer la pièce de terrain. Notre héros qui est en garnison dans la pièce de terrain, au début de la phase de notre phase de héros, on va lui donner D3 plein de points de noblesse ou d'action héroïque supplémentaire en partant. Donc, D3 plus l'action héroïque, on peut aller chercher le 6 points en partant premier tour de bataille. Puis là, ben, ce qu'on peut faire, c'est mettre un héros qu'on va vouloir avancer au premier tour dedans. Et là, on l'avance et whoop, on switch pour un autre héros qu'on va vouloir laisser derrière. Donc, comme ça, on peut faire en sorte de générer des points de noblesse sur différents héros. Ou on peut en laisser un là pour avoir le plus rapidement 6 points de noblesse. Mais bref, une pièce de terrain qui est bonne, une pièce de terrain qui est utile, qui sert à quelque chose, puis qu'on a besoin dans l'armée, contrairement à certaines pièces de terrain qui vont juste prendre la place sur le champ de bataille, puis qui ne sont pas nécessairement utiles à l'armée. On arrive enfin aux chartes d'unité des modèles et on commence avec celui qui est la cause toutes des déboires et de la déchéance des Flesh Eater Court, Ushoran lui-même, le Mortarch. Est-ce que c'est un Mortarch lui aussi? Oui, je pense Oui, que oui. Oui, Mortarch of Delusion. of Delusion. Ouais. Bon, c'est pas tout le monde qui aime la pièce. Moi j'adore la pièce, là. On a été gâtés, hein, les joueurs Flash Dark Court ont été gâtés. C'est une armée qui avait un très, très petit nombre de modèles puis d'unités. Puis même nos unités étaient faites avec les mêmes kits. Là, si on pense au Clip Player, Clip Horaire, c'est les mêmes unités. Puis même pour le héros, il faut juste changer la tête pour le courtier. C'est complètement ridicule, là. Puis je viens d'en assembler quelques-uns. On voit que c'est des modèles qui datent un petit peu. Mais là, on a beaucoup de nouveaux modèles et Ushoran en fait partie. C'est une grosse base. On estime à l'œil un 130 mm circulaire, donc c'est vraiment un gros monstre. Hein. Il est vraiment complètement difforme, Sharon. Alors, c'est un gros cogneur. Bon, premièrement, 16 points de vie sur du 4+, mais on va le voir avec une sauvegarde invulnérable, une ward save de 5+, donc quand même assez tanky. La communauté, difficile à faire tomber, il va en plus pouvoir se guérir. C'est un gros cogneur, je disais, il y a 3 attaques de base avec son sceptre, 3+, 2+, -2, D3+3. Ça, c'est un beau profil. D3+3, un petit peu d'aléatoire, mais c'est entre 4 et 6, ça va cogner. Et ensuite de ça, il y a 10 attaques à 2 dommages en plus de ça. Et on se rappelle que lui-même va avoir éventuellement ses 6 points de noblesse. Du moment qu'il va s'être battu une fois, il va faire 6 dommages à l'adversaire, va gagner ses 6 points de noblesse. Et là, il va rajouter une attaque à chacun de ses profils. Donc, il va tomber à 4 attaques, 4 grosses attaques et 3 petites attaques.
des attaques à 3+, 2+, 3+, 3+. Là. C'est des bonnes attaques. C'est vraiment notre gros cogneur. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme option avec lui? C'est un sorcier qui lance 2 sorts par tour. Encore une fois, une façon de générer des points de noblesse. Il est a War Master, donc c'est un général en plus du général désigné, évidemment. Son habileté, vraiment, vraiment merveilleuse, que j'adore parce qu'elle joue avec les règles de l'armée. Epicenter of Delusion. Alors, vous prenez une bulle de 30 pouces autour du Charan. Bref, la table, mais essentiellement, là, parce que sa base est grosse, puis on va le mettre au milieu de l'armée. Et au début de notre phase de héros, pas au début, mais pendant notre phase de héros, on va pouvoir choisir une des illusions qu'on a vues au début et elle va s'appliquer jusqu'à notre prochaine phase de héros. Donc, ça va être une illusion en addition de celle qu'on a choisie. Donc, on a peut-être choisi l'illusion générique de donner +1 de course, +1 de charge à toute l'armée pendant toute la bataille. Et là, on est un tour où on se dit, oh là, ça y est, je cogne à l'ariel de l'adversaire, je veux frapper plus fort les monstres. Alors, on va prendre l'illusion qui fait en sorte qu'on va gagner +1 pour blesser contre les monstres, par exemple. Ou sinon, bon, on est bien placé sur les objectifs. On sait que l'adversaire va vouloir nous charger, mais qu'il manque un peu de punch. On veut espérer garder l'objectif. On va donner +1 de sauvegarde parce qu'on conteste un objectif, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme habileté. C'est une habileté qui synergise, hein, qui impacte toute notre armée et on la choisit à chacune de nos phases de héros, tout dépendamment de là où la bataille s'en va, où on prévoit qu'elle va s'en aller. Donc, vraiment une belle habileté pour un héros. C'est une habileté qui est centrale là, dans l'armée. J'adore ça. Ensuite de ça, Carrion King, dans le fond, son habileté, s'il y a 6 points de noblesse, le +1 attaque s'applique non pas entièrement à 12 pouces de lui, mais à 24 pouces de lui. Il y a une bulle plus grande. Donc, puis il va avoir ses 6 points de noblesse rapidement. Donc, rapidement, il va donner une illusion à toute l'armée de plus donner une attaque de plus à presque toute l'armée autour de lui. Une bulle de 24 pouces autour d'un socle comme ça, c'est gigantesque. Ensuite, Shroud Cage Fragment. Euh, c'est vraiment intéressant. Au début de la phase de combat, on soustrait de 1 la caractéristique de bravoure de toutes les unités ennemies à 3 pouces. Il n'y a pas de jet, il y a pas, c'est automatique. Au début de la phase de combat, tu perds 1 à ta bravoure et c'est cumulatif parce que c'est jusqu'à la fin de la bataille parce que tu es affecté par la folie du Choran. Fait que si tu restes en combat avec lui 2-3 tours, ta bravoure diminue. Et en plus de ça, on roule pour chaque unité ennemie 2d6. Et si on bat la bravoure de l'unité ennemie va avoir l'habileté frappe en dernier pendant la phase. Ça, C'est c'est très long. c'est vraiment très, très bon. Hein. Si c'était juste de battre la bravoure, ce serait bon. Ce serait vraiment déjà bon, là, parce qu'on aurait une chance de donner une frappe en dernier, ce qui est monumental comme habileté. Mais là, en plus de ça, c'est qu'on a d'abord au préalable diminué de 1 la bravoure de l'unité ennemie avant de lui infliger ça. Donc, il y a beaucoup d'unités. Là. Si tu charges avec un héros qui a une bravoure à 8, tu tombes à 7, tu as quasiment une chance sur 2, tu as 45% de chance de frapper en dernier. Ça ne te tente pas de charger Ushoran. Donc, super bonne habileté ici. À noter qu'on diminue de 1 la bravoure des unités à 3 pouces, mais c'est les unités à 1 pouce qui peuvent être affectées par l'habileté frappe en dernier. Donc, petite précision. Ensuite de ça, bon, il y a une sauvegarde de 5 invulnérable. Puis, en plus de ça, il se guérit de 2d3 à chacune de nos phases de héros. Donc, si on ne l'a pas tué d'un coup, il va se guérir. Et on a vu qu'il y a une prière aussi qu'on pourrait jouer qui va te permettre de le guérir. Et comme si tout ça s'était passé, il y a un sort en plus. Malheureusement, son sort est très, très situationnel. Il est drôle, mais pas très bon. Alors, c'est une valeur de lancement de 7, une portée de 18 pouces. Si ça fonctionne, on prend un modèle ennemi qui est à portée et on prend ensuite une arme de ce modèle-là et on prend une autre unité ennemie qui est à portée de cette arme-là. Et le modèle ennemi qu'on a sélectionné doit frapper l'unité, son allié, finalement, avec son arme. Bon, c'est super drôle. Là, toi, tu joues Sylvanette, je les affronte souvent. Tu m'attaques avec un Durtou qui finalement se retrouve à être collé sur un Treelord, puis je prends l'épée de ton Durtou, puis ton Durtou est obligé de frapper le Treelord, puis d'en faire du bois de chauffage. Ça, c'est drôle, mais il faut que ce soit à portée de l'arme du Durtou.
en début de partie, ce ne sera pas super utile. Mais à un moment donné, dans la partie, l'adversaire va nous charger avec deux unités qui vont être collées une sur l'autre. On va faire comme ah! Là, je fais le sort, ça va être drôle. Des unités ennemies qui se frappent elles-mêmes, c'est toujours amusant. De toute façon, la vérité, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin. On va pouvoir utiliser le sort le sort du lore là, qui donne plus 2 de mouvement, qui donne plus 1 to wound. Puis on va pouvoir lancer tout simplement un Mystic Shield avec Ushoran. Il y a 2 sorts, fait que on a déjà des options. C'est la seule unité pour laquelle je trouve le sort, à ma connaissance, à mon souvenir, c'est la seule unité pour laquelle le sort sur le Wash Roll est pas super bon. Il est amusant, mais il est pas super bon. Mais le reste de son Wash Roll est tellement magnifique là, et j'ai hâte de le jouer. 460 points, puis je trouve qu'il les vaut. Il est structurant pour l'armée. En même temps, il peut être utilisé de manière autonome. Il y a un bon mouvement, il cogne fort, il est tanky. Donc, c'est une pièce à la fois totem, structurante, buffer, et à la fois un gros marteau relativement mobile. En plus, c'est un magicien vraiment, là, puis il va parfaitement bénéficier aussi des bonus de l'armée en atteignant les 6 points de Noble Deeds rapidement. Vraiment une très belle pièce, très bien pensée. Puis je suis dans la même école esthétique que toi. J'adore ce modèle-là. Ouais, en fait, tous les nouveaux modèles, là, Ouais. Donc, j'adore vraiment. Je vais jouer certains des anciens modèles parce que des fois, dans les listes, ça rentre bien. Mais dans le doute, quand je fais mes listes, si j'ai la possibilité de rentrer les nouveaux modèles plutôt que les anciens, je rentre les nouveaux. Et ils sont ils sont juste. splendides. Splendides, ouais. Donc, Ushoran, pas nécessairement auto-include. Il y a des listes qu'on va jouer, on va vouloir le jouer. Il y a des listes où on ne le joue pas parce qu'il y a d'autres bonnes unités. Mais c'est vraiment une belle option. En fait, j'aime qu'il ne soit pas auto-include. Si je pense par exemple au OBR que je joue aussi de ce temps-ci, Catacross c'est comme obligé. Tu fais Hmm. ta liste, plus 1 de sauvegarde sur l'armée, ça change complètement les statistiques, la survivabilité de ton armée, mais c'est trop bon. Tu sais, t'es Ouais. comme obligé de le mettre, sinon ton armée est juste moins forte. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien performé sans avoir joué Catacross dans leur liste. Tout ça, je suis au courant, notamment au World, si je ne me trompe pas. Quelqu'un avait Arcane, avait pas. Mais de façon générale, on voit beaucoup Catacross. Il est un peu inclus automatiquement dans toutes les listes. Ushoran, je ne suis pas certain que ça va être le cas, mais tous les joueurs FEC vont avoir un Ushoran parce qu'ils vont vouloir le jouer de temps en temps parce qu'il est bon. Ah oui. Fait que, voilà. Ensuite, Laboran Gold King sur un Terrorgeist royal, évidemment. C'est pas un Terrorgeist régulier, c'est un Terrorgeist royal. Alors, bon, dans le fond, il y a les mêmes stats que dans le livre Soul Black Gravelord, je ne me trompe pas, là, ils sont revenus avec les mêmes stats qu'avant. Euh, Cher, le même prix qu'Ushoran, c'est le problème. Ushoran, on va préférer Ushoran à Laboran Gold King. Mais c'est quand même un profil qui est correct. Si on faisait juste diminuer le coût en points, ça cogne quand même fort. Avec tous les buffs qu'on peut lui donner, ça cogne l'équivalent d'un Prince Vordrai en Soul Blight. Donc, dans le même niveau de dommage, tu as souvent subi Vordrai, tu sais à quel point ça peut cogner fort. Mais le défaut, c'est que là, ici, on est sur du 4 plus de sauvegarde, on n'est pas sur du 3 plus de sauvegarde. Ça fait une grosse différence. Puis même, je vois Mais bon, les jets de touche à 4 sur la majorité des attaques. Ça veut dire qu'on ne peut jamais aller à 2 qu'on est toujours limité à 3 pour toucher. C'est pas fiable. c'est pas très fiable. En fait, c'est très swingy. Tout dépend de sa mâchoire. Sa mâchoire, c'est 4 plus, 3 plus, moins 2 D6. Donc, c'est hyper swingy. Mais si on roule un 6 pour toucher, c'est 6 blessures mortelles flat. C'est pour ça qu'on le prend principalement. Ce qui est intéressant, c'est que si on a un laborant dessus, l'aborant a un sort et le sort qu'il a sur sa charte d'unité, c'est qu'il va prendre un Terrorgeist Royal, donc lui-même. Ça a une valeur de camp lancement de 6, une portée de 12 pouces. Et il va faire en sorte qu'il va pouvoir relancer les jets pour toucher des attaques de la mâchoire du Terrorgeist. On a des Hmm. rerolls qu'on pensait avoir perdus. C'est revenu avec ce modèle-là. Donc, on va aller à la chasse au 6. Si on affronte un Kragnos qui est sur du 2 qui est sur Finest Hour et tout, on lui fera absolument rien autrement. Donc, on va juste le charger. On va avoir 6 Noble Lead Points. On va avoir pris une attaque de plus sur la mâchoire. On va être à 5 attaques de mâchoire. On va rouler. Tout ce qui n'est pas des 6, on va le rouler. Puis si on est chanceux puis qu'on a 2 ou 3-6, 3-6, on vient de faire 18 blessures mortelles, puis on est content. C'est principalement ça qu'on va faire. Ça permet On de a un tir. passer des adversaires. Ça permet de passer des adversaires qui sont éthérés aussi sur des bonnes sauvegardes ou comme tu dis, là, quand on affronte du 2 ou du 1 vraiment, c'est excellent.
Oh, oui, c'est vraiment bon. Puis son profil, c'est ça, en moyenne, il fait quand même un dommage qui est similaire au dommage d'un Prince Vordrai là, ou d'un Vampire Lord sur Zombie Dragon dans les Soul Blight. Mais il est vraiment nettement plus fragile, cependant. Puis sinon, ben, son tir est intéressant aussi. C'est un tir comme avant. Là, dans le fond, on brasse un D6, on rajoute la valeur du Dead Shriek, puis tout ce qui est en excédent de la bravoure de l'unité ennemie qu'on a ciblée, ben, c'est des dommages mortels. Donc, contre certaines unités, contre la dette, par exemple, on n'utilise pas ça. Ça ne servira à rien. On va l'utiliser, mais ça ne marchera pas. Si on joue contre des Gloom Spike Git, ben là, on s'amuse et on trouve ça drôle. On peut potentiellement faire 8 blessures mortelles, 9 blessures mortelles, là, dépendamment de la bravoure de l'unité ennemie. Euh, Encore une fois, ben, quand il meurt, les unités ennemies vont subir des 3 blessures mortelles à 3 pouces avant qu'on le retire et il se guérit des 3 points de vie à chaque tour. C'est essentiellement ça qu'il faut retenir. On a le Royal Terrorgeist qui, lui, est 100 héros dessus. C'est 315 points, beaucoup trop cher pour ce qu'il apporte. Il n'est pas sorcier. Il ne se guérit pas, lui. Il a encore la MA, mais il n'y a pas le sort qui permet de relancer les attaques de MA. Il perd 2 points de vie en plus parce qu'il n'y a pas de héros dessus. Euh, Ça va être bon en Gristle Gore, mais ça va être bon lorsqu'on va diminuer un peu le coût en points. Présentement, c'est trop cher payé pour l'unité. On a la version sur Zombie Dragon. La version sur Zombie Dragon est un peu moins bonne parce qu'on n'a pas les blessures mortelles, le potentiel de blessures mortelles. Sinon, c'est un profil qui se défend, qui frappe quand même correct. Ce qu'on a comme habileté qui est intéressant, c'est qu'on a la terreur draconienne. Ça veut dire que les unités ennemies ne peuvent pas utiliser Inspiring Presence quand ils sont à 3 pouces du Zombie Dragon. La même chose qu'en Soul Blight. On a uniformisé les profils parce que c'est la même monture essentiellement. Et on a un sort qui est bon, celui-ci, une valeur de lancement de 6, portée de 18 pouces. Si c'est lancé avec succès, on prend les Flesh Eater Court Monsters qui sont entièrement à 18 pouces du Zombie Dragon. Vont être remplis de faim monstrueuse et ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir courir et charger plus tard dans la phase de charge. Donc là, on a des monstres qui bougent à 14 pouces de base, plus un 6 pouces potentiellement, et tout ça va pouvoir après ça charger. Donc 20 pouces de portée plus une charge, un potentiel 32 pouces de menace. Le sort est vraiment bon. Encore une fois, c'est juste 440 points. J'ai le choix entre ça ou j'ai le choix entre Ushoran. Pour 20 points de plus, en fait, on ne se pose pas la question. On ajuste les coups en points et ça devient tout à fait jouable. L'option des gros monstres, là, ça va être tout à fait bon. Il y a de quoi faire avec ça. On a la même version, mais pas de monstres. Même chose que pour le Terrorgeist. On ne les jouera pas tant qu'ils sont à 310 points. C'est beaucoup trop cher à payer. Et maintenant qu'on a passé bon, le Terrorgeist, les Zombies Dragons, qui sont pour l'instant pas très intéressants à cause de leur coup en point, on arrive aux héros qui sont vraiment géniaux. En fait, on voudrait tous pouvoir les jouer, ou à peu près. Là. Ils ont presque tous des habiletés intéressantes. Et à commencer par le Grand Justice Garmain. Ça, c'est un des nouveaux modèles. On a hâte qu'il sorte. Il n'est même pas dans la boîte d'armée pour l'instant. Alors, bon, comme tous les héros, 6 points de vie sur 4 c'est très fragile. 6 pouces de mouvement, c'est pas très rapide. Ses attaques, on n'en parle pas. Il n'est pas là pour se battre. Il est là parce que, bon, dans le fond, il va prononcer des jugements. Et là, petit reproche à Games Workshop, on gagne des deed points si on lance des prières, gagne des deed points si on lance des sorts, mais on ne gagne pas de deed points si on prononce des jugements. Ça aurait été intéressant qu'ils rajoutent ça dans les options parce que le Grand Justice va avoir beaucoup plus de difficultés que les autres héros à générer des points de noblesse. Puis c'est un abhorrent, on veut lui aussi qu'il se rende à 6 pour pouvoir ramener des unités. Donc, petit défaut, selon moi. Là, il pourrait juste faire un petit errata et rajouter, oups, on a oublié les jugements aussi contre. Alors, les jugements, ben, dans le fond, c'est simple. Ça va être pour la plupart, c'est sur du 3 que ça va avoir lieu. Alors, on a quelques options. On en fait une par notre phase de héros. On en choisit une. Alors, Petty Triangulation, on prend une unité ennemie qui est visible de cette unité. On roule un dé sur 3 on ajoute 1 au jet de blessure pour les attaches des Flesh Eater Court qui ciblent cette unité-là. À noter qu'on prend une unité visible, il n'y a pas de portée. Alors, c'est n'importe où sur la table. Si on le met sur le trône est un petit peu plus haut. On part du trône, puis on voit pas mal toute la table avec ça, à moins qu'il y ait des grosses pièces de terrain bloquantes. Plus un pour blesser aux unités Flesh Eater Court qui ciblent cette unité-là. Très bon. Bon,
Ben, c'est vraiment intéressant et c'est pas la meilleure. Alors, dishonorable conduct in battle, tu t'es comporté de façon déshonorable pendant la bataille, alors on te châtie. Alors, on prend une unité ennemie qui est visible, qui est à plus que 3 pouces des unités amies. On roule un dé sur 3 plus. Les unités Flesh Eater Court peuvent charger, même s'ils ont couru, en autant qu'elles finissent à un demi-pouce de cette unité-là. Ça donne run and charge à nos unités finalement. C'est, encore une fois, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est la façon la plus facile d'aller chercher Run and Charge. Puis, c'est fiable aussi, puis c'est pas juste sur les monstres, c'est vraiment toutes les unités Flesh Eater Court, mais ils doivent finir à un demi-pouce de l'unité. Donc, on peut prendre l'unité qui est en avant, puis aller l'encercler, puis on sait que finir à un demi-pouce, ben, on peut avoir un modèle qui finit à un demi-pouce, mais le reste de notre unité qui finit à un demi-pouce d'une autre unité qui est juste à côté ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a plein d'utilités à ça. C'est vraiment, vraiment bon comme jugement. Et si nos unités sont déjà engagées, ben là, on a d'autres options. On peut donner plus un pour blesser ou quoi que ce soit. Là. Fait que il est excellent. Ensuite, Grievous Insult to the Court. Tu as insulté sa magistrature. Alors, il te châtie encore une fois. On prend une unité ennemie qui est visible, qui est à 3 pouces d'unité abhorrent. On roule un jet. Sur 3 plus, on ajoute un au jet pour toucher des attaques faites par les Flesh Eater Court qui ciblent l'unité ennemie. Donc, c'est à 3 pouces du Shuren. C'est une façon de lui donner all-out attaque finalement. Et Régicide, on prend une unité ennemie qui est visible et qui a tué un abhorrent. Hein, fait que pendant la bataille, on n'est pas content. On roule un dé. Sur 3 plus, on en rajoute un au dommage des armes de mêlée. Ben, pas aux armes de mêlée, des dommages des armes des Flesh Eater Court qui attaquent cette unité. Ouch. Très bon. Et ça facilite la tactique de bataille. Tu sais, si notre général était un abhorrent, l'adversaire a tué notre général, on fait la tactique de bataille qui consiste à tuer l'unité qui a détruit notre général. Puis là, avec ça, ça peut venir fiabiliser la réalisation de cette tactique de bataille. Mais vraiment, le course et charge, c'est très bon, là. Oui, 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 il est vraiment, vraiment excellent. C'est sur 3 plus, on va le rater une fois sur 3 à peu près, mais ça veut dire qu'on en moyenne, on a réussi 3 par partie environ. 140 points, je pense qu'il vaut ses 140 points, même s'il va avoir un petit peu de misère à générer des points de noblesse. Bon, puis le modèle, au début, je n'étais pas trop sûr, je trouvais un petit peu comique et tout, mais finalement, j'adore. J'adore. On va apprécier la perruque en intestin. Ouais. C'est- Fait que, voilà. Alors, Grand Justice, on va souvent vouloir l'inclure. Ensuite de ça, Labyrinth Gore Warden, que je viens d'assembler. J'ai terminé hier. J'ai la boîte de départ. J'ai fini de l'assembler. C'est un super beau modèle. 7 points de vie, un petit peu plus, un point de vie de plus, mais surtout 12 pouces de mouvement avec Fly. Donc, c'est un abhorrent qui va se déplacer davantage. Il a le même profil que tous les abhorrents, ou à peu près 5 attaques, 3 plus, moins 1, 2. Et il va, contre des unités un peu fragiles, va aller chercher peut-être ses 6 points de noblesse en une phase d'attaque, mais ça va être difficile. Là. Il n'est pas là pour se battre. C'est le défaut de tous les abhorrents, à part Sharon. Il ne cogne pas très fort. Alors, pourquoi est-ce qu'on le jouerait, celui-ci? Alors, ben, premièrement, il nous permet, au lieu de le déployer sur le champ de bataille, on peut le déployer en réserve et on peut déployer avec l'unité de Crypt Slayer ou de Morbeg Knight. Ce sont les nouveaux modèles, les nouveaux chevaliers dans la nouvelle boîte. Euh, et il y a juste une unité qui peut le rejoindre. Et à la fin de notre phase de mouvement, on peut le déployer à 9 pouces des unités ennemies. Puis on déploie l'unité qui est avec lui en réserve entièrement à 9 pouces de lui, à 9 pouces des unités ennemies aussi. On charge après ça avec un bonus de plus 1 ou plus 2, donc c'est une charge à 7 relançable. Donc ça peut faire un deep strike qui fait peur un peu. Tu sais, l'adversaire sait que tu as des Morbeg Knight en réserve, que tu vas apparaître à 9 pouces, mais que tu vas avoir une charge potentiellement à 7 pouces, et en fait, probablement moins que ça parce qu'on va jouer un Arc Regen. C'est comme inquiétant. Là. Tu sais que ça va frapper. On va pouvoir frapper où on veut avec l'armée si lui est en réserve. Et en plus de ça, il y a Wind of Shyish. Quand je vous disais qu'on a des bons sorts sur les chartes d'unité, Wind of Shyish, dans le fond, c'est la téléportation. Il va se téléporter, lui, bon, ça a une valeur de lancement de 6, facile à lancer, une portée de 9 pouces. Il va se téléporter, lui, puis une unité qui peut voler, qui est entièrement à 9 pouces de lui. Et on va les replacer à 9 pouces des unités ennemies, à 9 pouces, entièrement à 9 pouces l'un de l'autre. Donc, lui et unité de Morbeg Knight, par exemple, ou de Crypt Slayer vont se téléporter pour aller frapper ailleurs, encore une fois, avec une phase charge à probablement 7 pouces, potentiellement relançable. Donc, beaucoup de mobilité. Ça va être un casse-tête pour les adversaires à affronter. Là. Tu es obligé de vérifier tes 9 pouces partout pour être sûr que tu ne peux pas rentrer. Je sais, j'affronte
Sylvanette de façon assez régulière, puis c'est tellement un casse-tête à affronter. Puis à un moment donné, immanquablement, quand la partie avance, il finit par avoir des trous, puis on finit par pouvoir se déployer pour aller frapper un héros important de l'unité ennemie adverse. À noter que la grande stratégie où il faut que notre général soit dans le terrain de l'adversaire et qu'on ait réussi à chasser son général à lui ou qu'on l'ait tué, ben, le fait d'avoir une téléportation comme ça avec une charge plutôt fiable, ça augmente nos chances de réussir une telle grande stratégie. Intéressant Ah, modèle, intéressante unité. ouais, je l'aime beaucoup. On passe à Laborant Arc Regent, lui à 150 points. Bon, je vous disais, j'en ai réussi à en trouver un. Il est présentement en rupture de stock. J'en veux un deuxième. Il y a certaines listes dans lesquelles deux rentrent. Présentement à 150 points, il n'est pas assez cher pour ce qu'il va nous donner. Il est vraiment très, très bon. Comme le précédent, c'est 7 points de vie sur du 4+, move de 6. Bon, il a un profil d'attaque qui n'est pas très bon. Pourquoi est-ce qu'on l'aime? C'est parce que c'est un sorcier, mais un sorcier qui lance deux sorts par tour. Donc, possibilité d'aller chercher 2 points de noblesse à chaque tour. Yunbine aussi, 2 sorts, évidemment, à chaque tour. Dans notre phase de héros, il se guérit de D3, comme toutes les abhorrents. J'en ai pas parlé pour les autres, mais c'est là. Countless Servant, à chaque début de notre phase de héros, pas des phases de héros, mais de notre phase de héros, il peut ramener jusqu'à 3 modèles tués dans une unité de serre, donc 3 ghouls, par exemple, qui sont à 18 pouces de lui, pas Holy Within, mais à 18 pouces. Donc, si on le met sur le trône, c'est une bonne partie du champ de bataille. Ou il peut retourner un knight à une unité à 18 pouces. Si on en joue deux, ça veut dire qu'on ramène 2 knights à chacune de nos phases de héros. Ça a un gros impact. Et son sort sur son Warshall est vraiment, vraiment très bon. Alors, c'est un sort avec une valeur de lancement de 6, portée la table. On prend toutes les unités Flesh Eater Court qui ont été déployées dans la phase de mouvement, qui ont été set-up durant la phase, et elles vont immédiatement faire un mouvement de D6 pouces en fin de phase de mouvement. Donc, je déploie mon unité à 9 fois des unités ennemies. Si j'ai réussi mon sort, je sais que j'ai un D6 pouces additionnel, plus mon +1 qui vient de la sous-faction, pas de la sous-faction, mais de l'illusion, plus mon +1 qui vient de ma bannière. C'est une charge à 3, ça veut dire dans bien des cas, ça veut dire que même le héros qui était loin, finalement, il devient beaucoup moins loin si on a réussi un 6. Donc, voilà. Et on remarque que c'est un sort qui affecte toute la table, il n'y a pas de portée. Donc, c'est Oui. très, très, très bon. Fait que lui, on peut le laisser derrière nos lignes, on peut le laisser sur le trône, il fait son sort, ça affecte tout le monde. Et en plus, le Mhm, sort se fait en phase de héros, mhm. mais c'est à la fin de la phase de mouvement qu'on fait apparaître nos unités. Donc, on sait si notre sort a passé ou pas. On sait si on va avoir le D6 pouces additionnel. Donc, ça peut nous aider, nous donner des indices. Ça vaut-il la peine que je me déploie plus agressif? Ben, j'ai un D6 pouces de plus, il y a plus de chances sur ma charge. Oui, ça vaut la peine. Non, ça vaut pas la peine si j'ai raté. Bref, c'est auto-include, au moins un, pour avoir le sort, puis parce que le modèle est vraiment bon. Mais ce serait pas idiot d'en jouer deux dans une liste non plus. Donc, un autre héros, mais là, on est rendu, on a le juge, on a le précédent qu'on a vu, le Abhorrent Guard Warden, qu'on peut vouloir à cause du téléport, à cause de sa mobilité. On a un Arc Regent, on a déjà 3 héros qui sont entrés dans notre liste. On n'a pas encore de courtier pour ramener des modèles, puis on va probablement vouloir. Il va y avoir des choix à faire. Heureusement, Games Workshop nous a simplifié la vie parce qu'ils ont fait le Washroll du Abhorrent Gold King. Alors, il y en a qu'on peut éliminer d'emblée. Alors là, Abhorrent Gold King, un profil de combat encore le même, donc vraiment pas bon. On ne sait pas trop à quoi il sert. C'est un sorcier qui lance un sort. Il y a un code d'honneur. Alors, au début de la phase de combat, s'il est à 1 pouce d'un héros, il va lancer un duel au héros. Il va rajouter 1 à la caractéristique dommage de ses attaques de mêlée. Mais il y a juste 5 attaques à 3+, 2. Tu sais, ça va devenir du 3, mais Mhm. c'est pas très fort encore. Et le sort sur son Washroll, c'est un sort qui va faire en sorte une valeur de lancement de 6 et ça va faire en sorte que s'il réussit, il va pouvoir lui-même charger dans la phase de héros et ça va être une charge à 3 des 6 pouces. Si la charge réussit, il va frapper en premier. S'il y avait un profil d'attaque plus important, on se dirait pourquoi pas, mais là, j'ai de la misère à justifier son 130 points. Pour 20 points de plus, j'ai la Borant juste au-dessus, l'Arc Regent, qui lance 2 sorts, qui a un sort qui est vraiment bon, qui ramène des modèles.
Malheureusement, non. Oui, il y a des gens qui disent c'est vrai que c'est bon, 3 des 6 pouces en phase de héros. Une charge, ça permet d'empêcher un Unleashell plus tard dans la bataille, dans la phase et tout. C'est pas mauvais, mais quand on le compare aux autres, c'est plus situationnel un petit peu. On ne le jouera pas. Ce sort-là sur le zombie dragon, par exemple, ça aurait été plus intéressant. Ah oui, ben là, oui, là, c'est vraiment, vraiment bon, surtout que ça lui donne strike first pendant la phase de combat, tout ça. Sur lui, c'est pas super utile. C'est pas totalement inutile, je veux juste préciser une chose, puis on va le revoir tout à l'heure. Le fait, par exemple, qu'il frappe en premier, ça peut lui permettre d'aller chercher ses 6 deep points. Puis comme il est frappé en premier, après, quand on va activer notre unité, elle va gagner plus une attaque parce qu'elle va être à portée d'un héros qui vient d'aller chercher ses 6 deep points. C'est pas mauvais, c'est juste Ouais, qu'on a tellement d'autres bons héros que, ouais. ben, non. Mhm. Ensuite, ben, on a un ecclésiaste, un cardinal avec nous. Alors, tout simplement, c'est un prêtre. On le prend parce que c'est un prêtre, c'est sa principale utilité. Sa prière, c'est une prière qui a une valeur de lancement de 4. On a vu que les prières, souvent, étaient sur 3. Fait que là, sur 4, c'est moins bon, un petit peu moins fiable. Portée de 18 pouces. On prend une unité ennemie qui est visible puis à 18 pouces jusqu'à notre prochaine phase de héros. Chaque fois que l'unité ennemie va recevoir un commandement sur 4 l'habilité de commandement n'a aucun effet. Correct, mais c'est sur 4 puis il faut l'avoir réussi. Mais c'est quand même fatigant là, quand tu sais que ton unité avec qui tu voulais frapper, ben, elle pourra peut-être une chance sur deux qu'elle puisse pas se donner d'habileté de commandement. C'est correct. Puis on a vu qu'il y a d'autres prières qui sont bonnes aussi. Fait que ce serait pour ça qu'on le jouerait, Mhm. principalement. Surtout pour les autres prières qu'on a vues qui sont bonnes, je pense. Ouais. Mais dans les abhorrents, je pense que l'Arc Regent, le Gormain, celui qui se téléporte, et le jeu sont les trois options les plus intéressantes. Et Ushoran, qui est évidemment un abhorrent, qui est aussi une option très, très intéressante là, qu'on va vouloir jouer. Mhm. On passe ensuite aux courtiers, les héros un petit peu moins forts, mais qui sont utiles parce que c'est eux qui permettent de ramener des modèles dans des unités qui ne sont pas complètement détruites. Alors, on a quelques options sympathiques. Le premier, c'est le Marrow Scroll Herald, 100 points seulement. Alors, c'est lui qu'on pourrait vouloir mettre général dans notre armée puis lui donner Cruel Taskmaster pour qu'avec un seul point, il ramène un chevalier. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on voudrait mettre comme général? Ben, tout simplement parce que cette habileté-là, Don't Shoot the Messenger, il n'est pas visible des unités ennemies tant qu'il est entièrement à 6 pouces de 5 ou plus modèle Flesh Eater Court. Donc, tu ne peux pas le cibler, tu ne le vois pas tout simplement. Puis être à 5 pouces, ils ne disent pas d'une unité qui a 5 ou plus modèles, c'est 5 ou plus modèles. Donc, ça pourrait être deux unités, une unité de 3, une unité de 2. C'est tant qu'il est entièrement à 3 pouces de 6 pouces de ces modèles-là, il n'est pas visible de la part des unités ennemies. Donc, ça fait un général qui est très, très difficile à tuer pour l'adversaire. En plus de ça, bon, il y a une petite habileté. S'il se retrouve à 3 pouces d'unité ennemie, il peut offrir un os, un présent. Là. J'imagine que dans sa tête, c'est un présent somptueux, c'est une œuvre d'art qu'il offre quelque chose comme. Si l'unité ennemie refuse le présent qu'on lui offre gentiment, euh, l'habileté Strike First, ça frappe en premier, va s'appliquer à tous les héros Flesh Eater Court qui sont à 3 pouces de cette unité-là. Donc, l'unité ennemie va vouloir accepter le présent. Si elle accepte le présent, ben, chaque fois qu'elle issue, qu'elle donne ou qu'elle reçoit une habileté de commandement, qu'elle lance un sort ou qu'elle chante une prière, on roule 2d6. Si on bat la bravoure, l'action ne peut pas être faite pendant la phase, tout simplement. Bon, mais là, il faut battre la bravoure. Honnêtement, c'est pas tant pour ça qu'on le joue, même si c'est drôle d'offrir un os en cadeau. Là. On le joue parce que c'est un héros qui peut pas être ciblé, parce qu'il peut pas être vu par les unités ennemies tant qu'il est proche de modèle Flesh Eater Court. Donc, ça fait un bon petit général qui va être facile à protéger. Si on a un méta où il y a beaucoup de tirs ou de magie qui nécessite une ligne de vue. Exactement. Ensuite, le Royal Decapitator. Là. Alors, dans le fond, il est là pour tuer des héros ennemis. Il y a une petite habileté, dans le fond. Il y a juste 3 attaques à -2 de Rennes, mais 3 de dommages chaque. Ça cogne quand même assez fort. Sauf que s'il réussit à allouer une blessure à un héros ennemi à la fin de la phase sur 5 le héros est slain et tout simplement mort. Fait que pourquoi pas? Et l'autre habileté,
pour laquelle on voudrait le jouer, c'est Executioner's Entourage. Dans le fond, quand il va avoir frappé, après ça, il peut faire en sorte qu'une unité de serre frappe tout de suite après lui avant que l'adversaire puisse activer une unité. On a ça dans plusieurs armées. Règle générale, c'est pas très bon, surtout pas sur des petits profils d'attaque comme ça d'un héros. Sauf que là, ça peut nous permettre d'aller chercher les 6 deal points avec lui parce qu'il frappe en premier. Puis s'il y a ces 6 deal points, toutes nos ghouls, soudainement, gagnent une attaque de plus. Puis là, ça commence à faire beaucoup d'attaques. Donc, dans les Flesh Eater Court, cette habileté-là de faire frapper un héros, puis tout de suite après, une unité, elle est plus significative que dans d'autres armées. On a le Cryptgas Courtier, 100 points, exactement comme les décapitateurs. La même habilité de faire frapper une unité de serre après qui est frappée, mais sans avoir la possibilité de tuer un modèle ennemi sur 5+. Un héros ennemi sur 5+. Bref, vous le prenez jamais, vous prenez toujours le modèle précédent. Il n'y a aucune raison de prendre celui-ci présentement avec son coup en point. Et on a le Vargulf Courtier. C'est 8 points de vie, un petit peu plus tanky. Un profil d'attaque plus intéressant, 5 attaques à 2 de dommages, une attaque à 3 de dommages. Mais lorsqu'il est contre une unité qui a une caractéristique de blessure de 1 ou 2, il gagne 2 attaques à chacune de ses lignes d'attaque. Donc, il tombe à 7 attaques, 3 attaques, commence à frapper assez fort. Euh, on ne peut plus faire le smash bat qu'on faisait avant. Avant, on prenait le Vargulf Courtier, on y mettait tous les buffs possibles, donner plus d'attaques et tout. On le mettait général avec un trait qui faisait qu'il y avait plus d'attaques. On faisait une double activation avec lui. C'était ridicule. Pour 160 points, tu avais un modèle qui pouvait tuer des unités de 40 points de vie. C'est comme là, on n'est vraiment pas là. C'est 165 points. C'est un modèle qui va aller tuer un écran de 10 points de vie sur du 5+, de façon assez fiable. Mais c'est ce qu'on peut espérer de lui. Ce qu'il va avoir comme habileté, c'est qu'à la fin de la phase de combat, il va pouvoir retraiter s'il est encore engagé. Donc, c'est une habileté intéressante pour peut-être aller chercher un objectif, se replacer pour la phase de combat suivante si on a un double tour, par exemple. Ensuite de ça, s'il a tué des modèles ennemis, il va se guérir des 6 points de vie. Donc, ça peut être fatigant pour l'adversaire. Puis, il peut passer par-dessus les pièces de terrain comme s'il volait quand il se déplace. 165 points, fait du dommage, mais est un petit peu cher. Quoi qu'il va aller plus facilement que d'autres héros chercher ces 6 deal points. C'est pas idiot de le mettre dans des listes. Là. Je l'aime bien, je Ah, le trouve un petit peu cher peut-être, mais bref. Intéressant, c'est juste qu'il ne faut pas l'envoyer contre une grosse unité, il faut l'envoyer contre des petits écrans. Il y a un rôle plus périphérique, pas le même rôle qu'il a déjà eu du tout. Le Crypt Infernal, on va le jouer si on joue des Crypt Players. Puis le Crypt Hunter, on va le jouer si on joue des Crypt Horror. Dans le fond, ils sont faits pour accompagner leur unité. Et ils ont des belles habiletés pour accompagner leur unité. Bon, le Crypt Infernal, on voit qu'il y a un tir qui fait Rennes-2, D3 blessures quand il tire. Pourquoi c'est important? C'est si pendant la phase de tir, on réussit à tuer un modèle ennemi avec son attaque de tir, après ça, on peut prendre une unité de Crypt Flare qui est entièrement à 9 pouces et ils vont gagner plus un dommage sur leur attaque. c'est Et bon. c'est pas obligé d'être la même unité qu'on cible. C'est bon, mais c'est quand même circonstanciel. C'est qu'il faut, c'est des 3 dommages. Tu as 4 tirs sur 4+, tu en as 2 qui passent. 3+, -2, tu en as peut-être un qui passe, tu fais des 3 dommages. Il faut que ce soit un modèle à 1 ou 2 points de vie pour avoir des chances significatives de le tuer. Puis là, si tu tues un modèle, là, après ça, ton unité de Crypt Flare qui est à côté, qui tire quand même avec 4 tirs chaque par modèle, va gagner plus un dommage. Là, c'est intéressant. Mais ça arrivera peut-être pas aussi souvent qu'on le veut. Mhm. Ceci dit, 12 pouces pour un modèle héros qu'on va vouloir bien placer sur le board, pourquoi pas? Si on joue des Crypt Players, je pense qu'on va vouloir en jouer un. Le Crypt Hunter, lui, ben, son profil d'attaque est plus intéressant. 5 attaques, 4+, 3+, -2, 3 de dommages. Donc, cogne un petit peu plus. Lui, si 2 de ses attaques passent, il vient de ramasser ses 6 points de noblesse. Et dans le fond, c'est la même habileté qu'on a vu plus tôt. Sauf que lui, ça a des cryptes horreur. Quand il va frapper, tout de suite après, il y a une unité qui est à 9 pouces, entièrement à 9 pouces de lui, de crypte d'horreur, qui va pouvoir frapper. Même réflexion que tantôt, comme il frappe avec des attaques à 3 dommages, il va aller chercher assez facilement son 6 deal points. Et là, les horreurs vont avoir 5 attaques au lieu de 4. Correct. Ouais. On va probablement en vouloir un si on joue des cryptes horreurs. On arrive d'ailleurs aux unités. On a fait le tour des héros qui sont quand même nombreux, puis il y a quand même plusieurs options intéressantes. Alors, on arrive aux unités. On a les Crypt Flayers, premièrement, 160 points. Ben, ils ont un tir. En fait, ils ont 4 tirs chaque à 1 dommage, qui tombe à 2 dommages si jamais le héros a réussi à tuer un modèle à côté d'eux.
Ils rajoutent un à leur caractéristique de blessure pour leur tir si l'unité ennemie a une bravoure de 6 ou moins. Ça fait écho à l'ancienne habileté. Avant ça, ils tiraient sur la bravoure ennemie. Et l'autre habileté qui est intéressante, c'est Escort Courtier. On prend un héros qui a 7 points de vie ou moins. Puis quand nos Cryptlayers vont se déplacer, ils vont emmener le petit héros avec lui. Alors, il fallait que le héros soit à 3 pouces de l'unité au départ. Ils vont redéposer le héros à 3 pouces 2. Et c'est pas dit que le héros ne peut pas bouger par la suite. Le héros lui-même, par la suite, va pouvoir aller bouger, puis aller charger ou aller se positionner. Donc, une unité de 3 pour juste cette habileté-là, pourquoi pas? Il y a des gens qui ont décidé, tu sais, des gros blocs de 9. Fait que la 9, tu tombes avec 36 attaques de tir, puis là, si tu as 2 dommages dessus, ça frappe et tout. Moi, je suis pas friand des Cryptlayers simplement parce que leur coût en points est plus élevé que le coût en points des Morbag Knights. Les Morbag Knights font essentiellement le même travail, sauf qu'ils ne peuvent pas amener avec eux un petit héros, mais ils cognent plus fort, une meilleure sauvegarde d'armure, un point de vie de moins chaque. Moi, je trouve qu'ils perdent la comparaison. À l'heure actuelle, je les aime pas, mais si les Morbag Knights montent de coût en points puis qu'eux descendent un petit peu, là, je pense que ça se défend comme choix. Les creep horreurs, ben, eux deviennent battle line, les creep horreurs, lorsqu'on les joue dans la sous-faction qui leur donne +1 de dommages sur la charge. Ils sont déjà à 2 de dommages avec leur attaque, 3 si on a fait un 6 to wound. Fait qu'ils tombent à 3 ou 4 de dommages. Ça cogne fort. Sur la charge, c'est une unité qui va cogner très, 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 très fort. Ils n'ont pas de reine sur leur profil, mais s'ils sont à 18 pouces d'un abhorrent ou à 9 pouces d'un courtier, ils gagnent -1 de reine. Euh, Ils vont pouvoir se guérir dans la phase de héros des 3 points de vie. Et en plus de ça, comme je disais, là, ils vont pouvoir gagner une attaque additionnelle si on les deed point d'un héros qui est à côté d'eux. C'est une unité qui cogne fort, 130 points seulement, qui peut être battle line. Ça fait une battle line qui coûte vraiment pas cher. On peut en jouer juste en bloc de 3 pour combler nos battle lines. Ou on peut faire un gros paquet, avoir un courtier à côté qui ramène des modèles. Parce qu'un gros paquet, c'est quand même, si on en a 9, c'est quand même 36 points de vie sur de la 5 6 voire 5 de Ward. Donc, c'est une unité que j'aime bien. Elle est un petit peu moins chère que les Morbag Knight. Elle, je vois son rôle. Là. Je l'aime bien. J'ai fait des listes, puis j'en joue un bloc. Règle générale, j'ai un bloc dans ma liste. Là. C'est des points de vie qui cognent, qui vont faire peur à l'adversaire. Il faut que l'adversaire les gère parce qu'eux vont gérer des unités ennemies. Belle unité Battle Line. Oui. Et là, ben, on a la meilleure unité du livre. Là. C'est les Morbag Knight. Ils sont incroyables. Très, très fragiles. Tu sais, c'est 3 points de vie seulement par modèle, 4 plus de save. Ils viennent en paquet de 3, pas en paquet de 5 pour 150 points. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup de points de vie. Là. Ça va frapper, ça va faire mal, puis après ça va mourir. Mais regardez le profil d'attaque. On a 2 lignes d'attaque. C'est 2 attaques à RN-1, 1 de dommage, 2 sur la charge si on les joue dans la bonne faction. Puis 3 attaques, 2 de dommages pour chacune des bêtes. Pourquoi ils sont si bons que ça? C'est toute la liste d'habiletés qu'ils leur ont mis. C'est vraiment. Bon, premièrement, une attaque de plus sur le champion. Bon, ça, c'est standard. Ensuite, la bannière. La bannière fait en sorte que quand on a fait un mouvement de charge dans le tour, les modèles comptent pour 3 sur les objectifs quand ils vont les contester. Donc, comme ce n'est pas des grosses unités avec beaucoup de modèles, cette habileté-là, elle est vraiment, vraiment importante parce qu'on charge, mettons, on a un bloc de 6, on charge, on frappe une unité, on tue la moitié de l'unité ennemie, il reste 4-5 modèles qui nous en tuent un ou deux, mais s'il nous reste 4 modèles à 3 chaque, on reprend l'objectif. Ça augmente nos chances de façon significative de reprendre le contrôle des objectifs le tour où on a chargé. Donc, d'aller faire notre score 2, notre score more. Donc, ça, super belle habileté. On a en plus un musicien qui leur donne +1 de charge, +1 de course. Donc, ça fiabilise nos charges. On a le Shriek and Charge, c'est ce qui fait vraiment qu'il cogne plus fort que les autres unités qu'on a vues. J'ai fait les stats, c'est vraiment l'unité qui va cogner le plus fort. À la fin de la phase de charge, si on a fini notre charge, tous les modèles de cette unité-là qui sont à 1 pouce d'un modèle ennemi, pour chacun de ces modèles, des modèles de notre unité qui sont à 1 pouce d'unité ennemie, on roule un dé sur 4 on fait des 3 blessures mortelles. Donc, c'est bon. C'est une blessure mortelle en moyenne par Morbek Knight qui va être à 1 pouce de l'unité ennemie. Si on les joue en bloc de 6, on peut faire une ligne parce qu'on a la cohérence. Puis, comme c'était passé, l'unité peut retraiter et charger dans son tour. Donc, on va gagner le +1 de bonus de charge, le fait de compter pour 3 sur les objectifs quand on charge. Ce sont des knights avec 1 point, avec le Cruel Taskmaster comme trait de commandement, avec 1 point de noblesse. On peut ramener un knight
à la fin de la phase de mouvement. Bref, super bonne unité, là. Oui, comme tu l'as dit, ils sont très fragiles, ils ont des belles habiletés. J'aime beaucoup, moi, le fait qu'ils empêchent sur la charge le Unleash Shell, le déchaîner les enfers. Oui. Ça, vraiment, contre certains adversaires, ça va être vraiment clé comme habileté. Reste à voir dans les faits à quel point ils vont tenir leur bout, sont vraiment très, très fragiles. Là. C'est leur principale faiblesse, mais sur la charge, sont vraiment vicieux. Là. Donc, puis en plus, c'est des superbes modèles. Là. C'est une nouvelle figurine qui viennent de sortir. Là. Ne serait-ce que pour leur esthétique, il les faut dans l'armée. Là. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens faire des listes et en mettre juste une unité pour empêcher le Unleash Shell, comme tu le mentionnais, que j'ai oublié de mentionner, qui est vraiment important. Parce que pour le reste, si un adversaire peut faire une Shell là-dessus, c'est parce qu'il ne nous reste rien après avoir chargé. Là, fait qu'il faut qu'il puisse se protéger. Moi, j'ai l'intention de tester avec des listes avec plus d'unités. Oui, ça va mourir. Il faut juste penser à un trade de ressources important. C'est juste 150 points, 300 pour un bloc de 6. Si tu frappes et tu délites une unité ennemie importante, nous, on revient potentiellement avec 6 deal points. Lui revient peut-être pas. Bref, j'ai hâte de voir. Mais encore une fois, ça ramène le point que je disais, nos héros sont tellement importants, puis nos points de noblesse sont Mhm. tellement importants, parce que si on ne peut pas les ramener, c'est une unité qui malheureusement est trop fragile. Si on peut la ramener, c'est là qu'elle devient intéressante, parce qu'elle nous donne une charge additionnelle pour aller chercher des objectifs. Bref, j'ai très très hâte de les tester. Royal Beast Fair, ben, c'est une unité qui vient de Warcry, si je ne me trompe pas. Mais c'est une unité de Warcry qui est correcte, qui est bonne. Premièrement, c'est juste 115 points, donc c'est l'unité qui est la moins chère qu'on a. Fait que pour faire un petit écran, c'est intéressant. Ensuite de ça, ce sont des cerfs, mais le héros lui-même a 3 points de vie. Les bêtes, il y a deux genres de chiens avec eux. Eux ont 2 points de vie chaque, mais on a des règles qui nous permettent de ramener pour un des points un cerf. Fait qu'on peut ramener un cerf à 3 points de vie. Donc, pour la récursion, c'est l'unité qui donne la meilleure récursion. Et si on a un méta où il y a des monstres ou un adversaire qu'on affronte qui a des monstres, ils ont des habiletés intéressantes contre les monstres. Premièrement, s'il y a un monstre qui est à 3 pouces 2, le monstre ne peut pas utiliser de Monstrous Rampage, de fureur monstrueuse. Déjà, ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a certaines fureurs monstrueuses qui deviennent très, très bonnes là, dans les livres d'armée. Certaines armées ont accès à des fureurs monstrueuses qui sont très, très fortes. Ensuite de ça, on réduit la caractéristique de dommage de 1 des monstres qui sont à 3 pouces 2 jusqu'à un minimum de 1. Encore une fois, ça peut être impactant. Un bel accord qui a des attaques à 2 de dommages tombe à 1, il ne fait plus rien contre eux. Puis on rajoute 2 pouces. Ils ont 6 pouces de mouvement, on rajoute 2 pouces à leur caractéristique de blessure s'il y a un monstre qui a des blessures allouées à 18 pouces 2. Donc, un petit écran qui te protège. S'il y a des monstres qui ont des bonus en plus, c'est très, très jouable. Ça a de la récursion. Dans certaines listes où on aurait des unités plus impactantes qu'on veut protéger avec des écrans, je verrais bien utiliser ça comme écran. Le seul défaut, c'est qu'ils ne sont pas battle line. Donc, peut-être des fois, ça va être difficile à rentrer dans les listes. On a les Crypt Guard. Crypt Guard, bon, frappe quand même correct, 2 attaques chaque, moins 1 de dommage, moins 1 de reine, 1 de dommage. Pourquoi est-ce qu'on les joue principalement? C'est qu'ils ont une ward de 5+, et en plus de ça, on ajoute un à la ward des héros Flesh Eater Court qui sont entièrement à 3 pouces 2. Donc, ce sont des petits héros qui sont collés. Et là, Usharan, on ne sait pas sa base, elle prend plus que 3 pouces, mais si on encercle sa base, on tombe entièrement à 3 pouces. Fait qu'on peut augmenter de 1 la ward, c'est leur principale habileté. 2 pouces de portée sur des petits socles, donc toute l'unité peut frapper. Sont bons, mais 140 points, c'est un petit peu cher quand même. À voir ce qu'ils vont faire. Ils sont en compétition avec les Crypt Ghouls, qui, eux, sont pour 160 points, sont 20 points de vie et non pas seulement 10. Ils ont une Ward Save à 6, ils n'ont pas de Ward Save à 5, mais ils ont 2 attaques chaque aussi. Ils peuvent gagner moins de reine s'ils sont entièrement à 9 pouces d'un courtier ou d'un abhorrent. Que ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'attaques. Pour 160 points, tu as 20 modèles qui ont 2 attaques chaque avec du Ren. Mhm. Potentiellement 3 attaques avec un deed point, avec 6 deed points de la part du héros qui les accompagne. Ah, ok, ça commence à vraiment, on peut avoir une quantité d'attaques impressionnante. Puis en plus de ça, si le jet de touche non modifié est 6, on ne fait pas de one roll, ils blessent automatiquement, un peu comme les Night On. Et s'ils sont 20 ou plus, c'est les jets de 5 ou 6 qui blessent automatiquement. Là, quand on commence à faire les stats, là, Ça c'est pas sature. drôle.
Ça Oui, ça sature, là, ça sature. sature vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Si on joue un bloc de 40, par exemple, là, c'est bon, c'est sûr que c'est pas les 40 qui vont pouvoir frapper, mais on a potentiellement 120 attaques. Le tiers de ces attaques-là blesse automatiquement, rend -1 sur les attaques. Là, ça commence à être fatigant. C'est une unité qui cogne très, très bien les Crypt Ghouls, là. Lorsqu'ils ont tout leur bonus, cognent pour leur coup en points, presque autant que les chevaliers qu'on a vus plus tôt. Et ils sont évidemment battle line. C'est beaucoup de points de vie pour seulement 160 points. C'est un peu comme des zombies finalement. Mais plus intéressant que les zombies parce que eux, quand tu les tues, ils te font pas des blessures mortelles. T'sais. Eux, il faut que tu réussisses à aller attaquer avec eux. Mais je pense que c'est une possibilité qu'on voit des spams de ghouls, là, des listes qui Mhm. jouent Ouais. deux gros blocs de 60, puis on y va. Puis quand ils sont morts, c'est pas grave, on en ramène 30, puis on en ramène 2, 3, 4 par tour, dépendamment de ce qu'on a. Fait que il y a quelque chose à faire avec les ghouls. Ils sont vraiment, vraiment bien. C'est une bonne battle line. Je pense que pour 160 points, tu as une bonne battle line. 6 pouces de mouvement aussi. C'est quand même pas. C'est pas immobile. Ils vont se déplacer sur le champ de bataille. Je les aime bien, les ghouls. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le Warshaw. C'est Ouais. On voit qu'ils un peuvent beau avoir Warshaw. un. Ouais, ils peuvent avoir un rôle. Assez clair, oui. Super. Et il nous reste finalement trois petits Warshaws. Ce sont les Endless Spells. La barricade, ben, c'est pour 20 points. Il y a plein de gens qui disent que le auto-include parce qu'elle est seulement 20 points. Je te laisserai en juger. Dans le fond, on casse la barricade, on la met à 24 pouces. 24 pouces, c'est très très loin. Dans le fond, elle va gagner la caractéristique de terrain suivante. C'est que, dans le fond, les unités qui sont à 3 pouces ne pourront pas courir ou retraiter. Puis, en plus de ça, toutes les unités qui commencent leur mouvement à 3 pouces diminuent de moitié leur mouvement. Ça inclut, selon l'interprétation qu'on a, le mouvement de pile-in. Ils peuvent juste faire 1,5 pouces de mouvement de pile-in. Tout ça pour seulement 20 points avec une valeur de lancement de 5. Hmm. Intéressant. On voit qu'il y a des éléments tactiques là, qui peuvent être, qui peuvent être faits avec ce sort-là. Euh, Ça limite aussi le repli, donc la retraite. Fait que, ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Après ça, je pense que contre certaines armées, ça va avoir de l'impact, d'autres pas. Euh, mais ouais, ça peut aussi aider à geler l'autre dans son territoire. C'est intéressant. C'est sûr qu'à son tour, Auto-include, l'adversaire va non. la dissiper. Fait que c'est pour notre tour. C'est ça que je trouve plus Non. limité. Auto-include, Et non, absolument pas. c'est juste 20 points, mais c'est 20 points de plus dans notre liste. C'est des chances de moins d'avoir le triomphe, des chances de plus que l'adversaire l'ait. Pour moi, c'est pas auto-include, mais c'est quand même, non, c'est quand même bon. Mais il faut être conscient que ça va servir à notre tour, ça ne servira pas au tour de l'autre, ça va être dissipé probablement. Mais en même temps, si l'adversaire le dissipe, il n'est pas en train de lancer un de ses sorts pendant qu'il dissipe ça. Pour 20 points, pourquoi pas? Ensuite, bon, on a le Calice of Usheran. Ça va être jouable, très, très jouable, en fait, si on joue des gros paquets de ghouls, parce que, bon, c'est un bon sort. Valeur de lancement de 6, portée de 24 pouces. Il est prédateur, donc il va en plus bouger de 8 pouces. Donc, on le met où on veut sur le champ de bataille. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, on, on note le nombre de modèles qui sont tués à 12 pouces du Endless Spell à chaque tour. À la fin de chaque tour, on roule un dé pour chaque modèle qui a été tué à 12 pouces. Puis sur 4 plus, on peut guérir un point de vie à unité Flesh Eater Court qui est à 12 pouces du calice. Et si on n'a pas on est des modèles à un point de vie, on peut ramener un modèle par point qu'on a guéri. Donc, s'il y a 20 ghouls qui sont mortes sur nos 40, on brasse 20 dés, il y en a 10 qui reviennent à la fin du tour. 50 points, mais si on joue des gros paquets de ghouls, je pense que ça justifie son coup en points, là, si on peut le rentrer, là, tout à fait. Et le dernier, bon, on n'en parle même pas, c'est complètement mauvais pour de vrai. 60 points, c'est celui qui coûte le plus cher. Il fait des blessures mortelles, mais si tu roules 6D sur des 6, il fait des blessures mortelles complètement anecdotiques. Là. C'est vraiment, vraiment mauvais. Là. Il y a quelqu'un chez Games Workshop qui fait pas les stats. Là. Donc, Vincent, maintenant qu'on a un aperçu complet de l'armée, on va, comme d'habitude, conclure avec ta vision du positionnement de la faction dans le méta. 51%.
Non, je pense, puis c'est peut-être que j'espère, honnêtement, là, on se trompe souvent là-dedans, c'est super difficile à évaluer. Je pense qu'elle est dans le milieu, légèrement peut-être au-dessus du milieu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habileté, de déplacement, tout ça, ça va être difficile à affronter, mais tellement fragile. Puis on l'a vu avec les Sylvanettes sont aptes de se déplacer aussi beaucoup, beaucoup. Ça prend un général très, très habile pour réussir à tirer le maximum de ces armées-là. Puis des armées fragiles comme ça, c'est des armées qui pardonnent pas. Chaque erreur va te coûter très, très cher, ou chaque double tour, même quand tu vas essayer de le prévoir, ça va coûter cher. Donc, j'espère un 51%, qu'elle soit juste un peu au-dessus de la moyenne. Mais je sais pas, honnêtement, j'ai l'impression que comme tout repose sur des héros qui sont fragiles, puis que l'armée elle-même est fragile, je pense que ça va quand même être difficile à jouer comme armée, mais tellement le fun à jouer. Tu sais, ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit. Je pense qu'elle va être tellement le fun. Il y a tellement de synergie, de combos, tout ça. C'est un super beau Battle Tome, mais c'est vraiment pas une armée qui m'apparaît comme étant complètement brisée, puis qui va défoncer le méta à son arrivée, là. Vraiment Non, pas. ça donne l'impression aussi d'une armée roche-papier-ciseaux qui va avoir des bons match-ups, mais des très mauvais match-ups aussi, là. Donc, ça fait le tour de notre analyse du Battleton Flesh Eater Court. Vincent, merci beaucoup. Et ben, sur ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon wargaming.